C'est un jour de repos, et comme d'habitude, Eugène alluma son ordinateur, mit son casque et se connecta à son compte de jeu. Le monde virtuel du jeu accueillit chaleureusement le premier joueur du classement, avec de magnifiques paysages et une atmosphère fantastique. Soudainement, un message apparut dans le chat, où un des joueurs le salua en l'appelant le mort-vivant, ce qui le laissa perplexe. Immédiatement après, des messages commencèrent à apparaître dans le chat général, appelant les joueurs au point de ralliement. Eugène décida de commencer par planifier ce qu'il ferait aujourd'hui pour avoir une session de jeu productive. Soudain, un message lui parvint d'Élise, la deuxième du classement, lui demandant s'il était prêt à passer en deuxième place. Un sourire illumina le visage d'Eugène, car il était prêt à prouver une fois de plus sa supériorité qu'il avait maintenue depuis 22 mois consécutifs dans le jeu. Tout d'abord, il était nécessaire de regarder le classement de ce mois-ci et de voir où en étaient les choses. Bien que le jeu soit sorti il y a 10 ans, il était si bon que les joueurs ne cessaient d'y jouer. Le système permettait de choisir un personnage et de le faire évoluer selon les préférences du joueur, et chaque mois, un classement des joueurs était établi en fonction de leur réalisation. On pouvait consulter le classement dans le Hall of Fame, où le personnage d'Eugène nommé Jude Bayer de la famille des Chevaliers Bayer avait été transféré, se trouvant ainsi dans le Hall of Fame, qui ressemblait à une exposition de musée. Eugène vit des personnages familiers devant lui. Le premier, joué par Angelica, occupait la 95e place du classement et était celle qu'il avait appelée le mort-vivant. Le second était le personnage d'Élise, qui était la deuxième du classement et rêvait de dépasser Eugène. Voyant leur personnage habillé en adorable tenue de servante, Eugène esquissa un sourire en coin en remarquant les ailes d'Élise qui se heurtaient au mur, tout en prenant un air important. Le personnage d'Eugène sortit ses lunettes, les mit avec un regard fier, en maintenant son sourire en coin, et lui fit un clin d'œil. Après tout, selon lui les ambitions d'Élise éternelle deuxième étaient plus grandes que sa capacité réelle, ce qui était très intense. Élise commença à crier furieusement que c'en était trop et qu'elle lui montrerait aujourd'hui, mais Eugène continua de rire comme si de rien n'était. Les héros attendaient impatiemment les résultats du classement, qui apparurent soudainement à l'écran, et Élise se retrouva encore une fois deuxième derrière Eugène avec un écart minime de 800 points. Elle se mit à jurer, attirant des restrictions dans le chat, ce qui fit éclater de rire Eugène et d'autres joueurs. Angelica lui demanda de se calmer, car à ce rythme, elle risquait d'être banne du chat, très vite. Mais avant qu'elle ne puisse terminer d'écrire, elle remarqua soudainement qu'Eugène et Élise avaient quitté le serveur et déconnecté du jeu en même temps. Certains joueurs remarquèrent également cela, et pariaient qu'il pourrait y avoir une vraie romance entre eux. Après un moment, de façon inattendue 2 joueurs revinrent dans le monde du jeu, Eugène et Élise. En ouvrant les yeux, Eugène ne réalisa pas immédiatement ce qui se passait. Il avait un vertige intense, et tout semblait flotter autour de lui. Sa respiration était courte et tout son corps privé de sueur froide, il était pris de chaleur et de frissons. Il ne pouvait se souvenir de rien, peinant à se rappeler son propre nom et à comprendre ce qui se passait autour de lui, mais il ne pouvait rester inactif et trouva la force de bouger. Ainsi, il essaya de se lever et de comprendre où il était, réussissant à se mettre debout. Eugène regarda autour de lui, il se trouvait dans une grande pièce, ornée de meubles victoriens. Sa tête continuait de lui faire mal, et la pensée obsessionnelle d'avoir un rhume ne le quittait pas, quand soudain il vit son reflet dans le miroir. Au début, il le prit pour un portrait de son personnage jouable, Jude dans sa jeunesse. Mais il fut choqué de réaliser qu'il voyait son propre reflet à cet instant. Il éprouva diverses émotions et mêlées à son mal de tête et à cette étrange sensation, le sentiment d'anxiété ne fit que s'intensifier. Soudain, des souvenirs de sa vie dans le jeu traversèrent son esprit en défilant devant ses yeux. Le monde fantastique du jeu était le théâtre de guerre et de batailles entre diverses nations. Des anges et des démons descendaient dans ce monde pour se livrer des batailles à bouleverser l'écosystème des mortels. Eugène se retrouva dans le corps de Jude Bayer, le deuxième fils d'une famille réputée pour ses talents d'épéiste, c'était le personnage avec lequel il jouait souvent. Soudain, une voix venant de derrière lui, l'effraya en lui demandant d'ouvrir la porte. La voix féminine demanda à entrer, tandis qu'Eugène figé sur place, ne savait que faire. Le simple fait qu'on l'appelle jeune maître le choqua. Il se mit à réfléchir frénétiquement à ce qu'il devait répondre. Soudain, la poignée de porte commença à tourner, et Eugène cria dans la panique qu'il n'était pas encore prêt. Une servante de la famille Bayer entra alors dans la pièce, surprise de voir Jude figé sur place. En la regardant, Eugène reconnut la jeune fille avec les cheveux argentés attachés en chignon, habillée en costume de domestique. Elle s'excusa d'avoir dérangé le jeune maître, pensant qu'il était sorti de la pièce puisqu'il ne répondait pas. Toujours sous le choc, Eugène tenta désespérément de se souvenir de son nom, et finalement il se rappela qu'elle s'appelait Alexandra. Il ne comprenait pas ce qui se passait ni ce qu'on attendait de lui, mais il se dit qu'il devait d'abord se calmer et rassembler ses pensées. Alexandra le cherchait parce que la jeune fille à laquelle Jude était fiancé l'attendait dans le salon au rez-de-chaussée du manoir. En voyant la bague à son doigt, un frisson parcourut le corps d'Eugène. Pendant ce temps dans le salon, la jeune demoiselle Cordelia Dorvan, accompagnée de sa dame de compagnie Dahlia, languissait dans l'attente de son fiancé. Cordelia ne comprenait pas pourquoi Jude tardait et suggéra à Dahlia de revenir une autre fois, mais Dahlia était déterminée à attendre.
Eugène se souvint que dans le scénario du jeu, la fiancée de Jude était Cordelia de la famille d'Orvan, célèbre pour ses talents en magie. Elle était incroyablement belle, ce qui fit battre son cœur plus fort à cette pensée. De plus, Élise jouait constamment ce personnage. Rassemblant ses pensées et reprenant courage, Eugène se prépara à rencontrer ces personnes pour comprendre la situation. En entrant dans le salon, il aperçut Cordelia assise sur le canapé et l'observant attentivement, ainsi que Dahlia debout à côté d'elle. Se rappelant ses manières, Eugène s'approcha et s'inclina poliment, apparaissant devant Cordelia dans toute sa splendeur. En se présentant, il se trompa et dit accidentellement son pseudo de jeu, mais il se reprit immédiatement en se présentant comme le deuxième fils de la famille Bayer. À ce moment-là, Cordelia ouvrit la bouche de surprise et regarda son fiancé avec étonnement, ce qui le déstabilisa. Soudain, il remarqua des mots lumineux au-dessus de sa tête, qui lui étaient douloureusement familiers, et il réalisa que c'était le pseudo de jeu d'Élise. Il fut choqué. À en juger par l'expression perplexe d'Élise, le même pseudo apparaissait au-dessus de sa tête, ce qui signifiait qu'ils faisaient tous les deux partie du jeu. Pendant quelques minutes, ils se regardèrent sans cligner des yeux, prenant conscience de la situation. Dahlia et Alexandra furent surprises par cette réaction du couple de fiancés. Soudain, Élise bondit de son siège. Eugène, trouvant la force de parler, tenta de vérifier s'il s'agissait vraiment d'elle, mais incapable de contenir ses émotions, Élise s'écria d'horreur, choquant les domestiques. Elle se rendit soudain compte de la situation et fit semblant de rien, ce qu'Eugène trouva plutôt ridicule. Il ne pouvait pas parler franchement devant les servantes, alors Eugène se calma et réfléchit rapidement à ce qu'il devait faire. Cordelia était là parce qu'elle était fiancée à Jude, mais désormais, il devait clore rapidement la conversation et organiser une rencontre secrète. Alexandra, voyant qu'il restait figé, se demanda ce qui n'allait pas chez lui. En lui posant la question, elle effraya Eugène qui sursauta brusquement. Il s'excusa maladroitement pour son comportement, et Élise hocha la tête, également mal à l'aise. À cet instant, il s'assit en face d'elle, et un long silence embarrassant s'installa pendant qu'il réfléchissait à une solution. Bien qu'Eugène ait vu le pseudo, il n'était pas certain à 100% qu'il s'agissait d'Élise, alors il décida de la tester d'abord. Après avoir réfléchi un moment, il agita la main avec hésitation en prononçant son vrai nom, observant attentivement sa réaction. Élise n'était pas complètement sûre non plus, mais en entendant soudainement son nom, elle ne put s'empêcher de sursauter de surprise. Lorsqu'il en fut convaincu, Eugène se mit à réfléchir à l'endroit et au moment idéal pour organiser un rendez-vous où ils pourraient discuter en privé. Pendant ce temps, les servantes continuaient de les regarder silencieusement et avec perplexité, comme si elles les voyaient pour la première fois. Soudain, Eugène se souvint du moment de l'initialisation de la coopération dans la 9 colonne à gauche de l'entrée du parc. En entendant un code familier provenant du jeu, Élise décoda qu'ils avaient de nombreux sujets à aborder et qu'ils devaient se retrouver à la 9 colonne dans le parc à minuit. Au regard dans ses yeux, Eugène comprit qu'elle avait déchiffré le code, ce qui confirmait une fois de plus son identité, car Élise connaissait si bien ces subtilités du jeu. Élise se leva brusquement, frappant la table de sa paume comme signe de sa compréhension. Puis, elle ordonna à Dahlia de la suivre, puis se retourna et s'éloigna laissant tout le monde confus et abasourdi par son comportement, tandis que Dahlia courait derrière elle sans avoir la moindre idée de ce qui se passait. En la regardant s'éloigner, Eugène pensa qu'il attendrait avec impatience de rencontrer mademoiselle Cordelia d'Orvan. Alexandra était perplexe, et Eugène, quant à lui, poussa un soupir de soulagement en s'étirant dans son fauteuil toujours troublé par le mot d'Élise, car si elle s'appelait réellement Roger et qu'elle s'avérait être un homme, Eugène aurait beaucoup de questions. À minuit, dans le parc près du manoir Bayer, il faisait assez froid, et en arrivant Eugène se demanda si Élise serait capable de supporter une telle température. Soudain, il aperçut une fille vêtue d'une cape près d'une grande fontaine au centre du parc et comprit qu'il s'agissait d'Élise, qui marchait en rond à sa recherche. S'approchant d'elle par derrière, il prononça doucement son nom, ce qui la fit sursauter et s'arrêter brusquement. Elle se retourna et lui lança un regard suspicieux qui révélait bien le caractère d'Élise, qu'il connaissait. Il s'avança lentement vers elle, encouragé par les douces rafales de vent, mais retenu par l'idée qu'elle pourrait être un garçon. Il n'aurait pas dû dire ce qu'il pensait depuis cette conversation, mais Élise semblait parfaitement deviner ce qu'il avait en tête. Puis Eugène fit une grimace idiote, pointa son doigt vers elle et se demanda, peut-être qu'elle, elle aussi. En réponse, elle fit une grimace tout aussi stupide et se pointa elle-même du doigt, déclarant avec assurance qu'elle l'était aussi. Et bien que ce fût une vieille blague de joueur, cela fut suivi d'un long silence gênant, accompagné de rafales de vent du nord. Arrêtant de tourner autour du pot, ils découvrirent qu'ils étaient entrés dans le jeu il y a environ 2 jours, bien que pour Eugène ces jours semblaient flous. Élise le regarda encore une fois avec suspicion, et Eugène lui rappela la particularité de Jude Bayer. Il souffrait d'une maladie congénitale des 9 chemins de yin bloqués, causée par un niveau anormal d'énergie yin dans son corps. À cause de cela, il avait des problèmes de circulation sanguine, ce qui ralentissait le flux sanguin rendant son corps très faible et l'empêchant d'utiliser le mana. Il était très difficile de trouver un remède à cette maladie, et cela semblait injuste à Eugène de devenir ce personnage en particulier.
Ces 2 derniers jours, il avait été très malade et avait perdu connaissance en disant toutes sortes de choses étranges, ce qu'il avait appris d'Alexandra. Élise comprit alors pourquoi il n'avait pas une mémoire claire des 2 derniers jours. Mais soudain, une idée lui traversa l'esprit. Il s'avérait qu'il était toujours malade, et en plus elle n'aimait pas leurs rendez-vous nocturnes, car il lui était difficile de sortir de la maison sans ses parents. En apprenant cela, Eugène fut surpris et se demanda depuis quand elle était devenue une fille. Ne comprenant pas sa question, Élise le regarda comme s'il était idiot, expliquant qu'elle l'était depuis sa naissance. Eugène la fixa d'un air perplexe, réalisant combien il s'était trompé. Élise fut également surprise d'apprendre qu'il était un homme, car auparavant elle ne connaissait que son pseudonyme dans le jeu. Ils restèrent stupéfaits pendant un long moment, car jusqu'ici il n'était jamais nécessaire de préciser leur genre. Eugène était déjà mal à l'aise avec tout ce qui se passait, et maintenant il était complètement sans voix, se rappelant les mots avec lesquels elle lui avait dit au revoir. Cependant, lorsque Eugène reprit ses esprits, il se souvint de la raison principale pour laquelle il avait décidé de la rencontrer dans son manoir. Il se rappela que son père, le comte Bayer, avait emmené ses frères et ses vassaux en expédition pour 2 jours, ce qui signifiait que le manoir Bayer était vide, réduisant ainsi les chances pour Eugène et Élise d'être découverts. Soudain, Eugène réalisa que le fait qu'il se souvenait de leur départ indiquait que la mémoire de Jude lui avait été transmise. Élise le regarda pensivement dans les yeux, réalisant qu'il était comme elle, un personnage de jeu qu'il avait incarné depuis si longtemps. Au début, Élise pensait qu'ils étaient tout simplement dans le jeu, mais maintenant elle sentait que les souvenirs du passé ne se heurtaient pas à ceux de Cordelia, et il lui était facile d'appeler le comte d'Orvan son père. Eugène ressentait la même chose, ce qui signifiait que le jeu était devenu une nouvelle réalité pour eux. En regardant le ciel, Eugène pensa que cela signifiait aussi qu'ils n'avaient aucun moyen de retourner dans leur monde d'origine. Élise comprit également cela et accepta que c'était désormais leur nouveau monde et leur nouvelle vie. Cependant, ils étaient déprimés par le fait que selon le scénario du jeu, ce monde entier était destiné à être détruit. Eugène changea son attitude envers son personnage, se rappelant toutes ses qualités qui allaient se révéler à l'avenir. Et même si Jude et Cordelia n'étaient pas les personnages principaux, il était bon qu'ils soient dans le corps d'un guerrier et d'une magicienne. Comprenant ce qu'il voulait dire, Élise afficha un sourire rusé, réalisant tous les avantages d'une telle combinaison. En d'autres termes, ils étaient l'équipe parfaite à tous points de vue, y compris dans le partage des objets. Néanmoins, Eugène n'avait jamais pensé qu'il jouerait en équipe après 5 ans à jouer en solo. Se réveiller dans un jeu était déjà absurde, mais il n'avait jamais imaginé qu'il aurait un partenaire permanent, ce qui exaspérait Élise. Dans tous les cas, il fallait simplement s'appliquer, et après ces mots, Élise était prête à tout donner. Cependant, si c'est la réalité, alors les veines coupées des 9 chemins du yin peuvent être guéries plus rapidement que dans le jeu. Pour cela, il fallait trouver certains objets, ce qui permettrait à Eugène d'aller mieux et de pouvoir aider Élise. Et Eugène savait que l'un de ces objets se trouvait à proximité, dans les montagnes de Belkin. Élise le regarda attentivement, essayant de se souvenir de ce dont il parlait. Si on parle des montagnes de Belkin, il ne peut s'agir que du médaillon d'or du soleil. Réalisant cela, elle poussa un cri, et Eugène murmura dans la panique que leur rencontre était secrète. Élise, se souvenant de cela, se couvrit rapidement la bouche de la main. Après tout, ce médaillon était possédé par un boss très puissant, contre lequel il n'avait aucune chance au niveau 1. Cependant, lorsqu'elle entendit qu'il y avait une solution, elle resta stupéfaite, très troublée. Eugène leva les yeux vers le ciel, prêt à parler, et lui proposa un rencard. Lorsqu'Élise entendit la proposition d'y aller en calèche, elle fut choquée et ne comprit pas immédiatement ce qu'il voulait dire. En comprenant ce qu'il avait dit, elle devint furieuse et embarrassée, ce qui fit éclater de rire Eugène en la regardant. Le lendemain matin, une calèche blanche comme neige emporta les amoureux vers un voyage romantique dans les montagnes de Belkin. En arrivant sur place, les héros se hâtèrent de sortir, impatients de profiter d'une merveilleuse journée d'été. Eugène savourait le spectacle d'Élise sautillant de joie, profitant du merveilleux temps ensoleillé. Comme toujours, ils étaient accompagnés d'Alexandra et de Dahlia, qui restaient en arrière et observaient les amoureux de près pour créer une apparence. Eugène inondait sa dame de compliments de toutes les manières possibles, exaspérant Élise déjà gênée. Les fleurs scintillaient de différentes couleurs, et Eugène proposa une courte promenade. Élise n'en pouvait plus de ses compliments et le maudit discrètement, mais pour Eugène, l'essentiel était que les serviteurs ne l'entendent pas. Il lui demanda également de ne pas aller trop vite pour ne pas révéler à tout le monde qu'il s'agissait d'une ruse. D'ailleurs, ce n'était pas le moment de penser à des bavardages inutiles, mais de se concentrer sur le plan. Le plan était de capturer le boss, Lesgan, dès le premier niveau et d'obtenir le médaillon d'or. Ce médaillon était un objet sacré contenant le pouvoir de suppression du mal, obtenu en tuant Lesgan la lune rouge. C'était un démon puissant scellé dans le temple du dieu soleil, au milieu des montagnes de Belkin. Élise était perplexe d'apprendre qu'il n'allait pas capturer Lesgan, car Eugène avait un plan et lui avait demandé de prendre quelque chose, bien que cela soit difficile. Élise avait réussi à le cacher sous sa longue robe, comme on pouvait s'attendre de la fille de la tempête. Furieuse, elle lui demanda de ne plus jamais l'appeler « Tempête » et exigea de savoir ce qu'il manigançait.
Le plan était très simple, et avec cela Eugène pointa du doigt un endroit éloigné de l'endroit où il se tenait. Il y avait une falaise qui ne disait rien à Élise, mais au contraire la rendait encore plus confuse. Une fois arrivée là-bas, Élise devait prendre Eugène dans ses bras et sauter de la falaise avec l'aide de la magie de lévitation. Cependant, Élise savait que le temple du dieu soleil s'étendrait lorsqu'il descendrait dans son jardin de fleurs, et il y avait une autre voie là-bas. Mais Eugène fut surpris qu'elle n'ait jamais emprunté la falaise, car c'est un chemin plus court. Élise resta figée quelques secondes, digérant l'information. Gênée, elle commença à se justifier en prétendant connaître ce chemin, mais Eugène savait qu'elle ne savait pas mentir. S'ils avaient pris le chemin habituel, les domestiques les auraient suivis, mais ils ne savent pas lancer de sorts et cette méthode permettrait aux héros de se détacher. Pour ne pas les rendre nerveux, Eugène proposa une précaution supplémentaire, et Élise se demanda ce qu'il voulait dire. Eugène voulait le dire seulement si elle promettait de ne pas jurer ni frapper. Mais d'un simple regard, il comprit qu'il valait mieux ne pas garder le silence avant qu'il ne saute. Étant donné qu'ils étaient fiancés, Élise devrait faire quelque chose. Lorsqu'elle comprit ce qu'on attendait d'elle, elle rougit de honte et traita Eugène de fou avec horreur. Cependant, il n'y avait pas d'autre option, surtout qu'une simple fuite aurait éveillé de nombreux soupçons. Eugène observa avec un sourire Élise, réalisant son impuissance. Désespérée, elle lutta contre l'envie de l'étrangler, mais finit par accepter sa proposition par dépit et désespoir. En les voyant se tenir par la main et courir, Alexandra et Dahlia commencèrent à leur crier de revenir, et Eugène sauta dans les bras d'Élise, puis ils sautèrent de la falaise. Descendant rapidement grâce à la magie de lévitation, ils atterrirent en douceur sur le sol. Les domestiques exigèrent qu'ils reviennent immédiatement, car c'était très dangereux en bas. Prenant une profonde inspiration, Élise cria qu'elle et son amoureux avaient besoin de passer du temps seuls. Cependant, tout se ferait dans les limites de la décence, car Jude était un vrai gentleman. Mais Dahlia ne comprit pas quand tout s'était accéléré à ce point, d'ailleurs, il était dangereux de laisser l'escorte. Cependant, Alexandra garantissait que son jeune maître était un véritable gentleman. Le problème principal n'était pas celui-ci, mais les héros étaient déjà en train de courir rapidement au loin. Élise était furieuse de honte, car elle devait tout faire pour porter Eugène dans ses bras et justifier leur engagement. Riant avec mépris, Eugène lui rappela son état, ses 9 veines de yin rompues, et le fait qu'il était un guerrier ne maîtrisant pas la magie. À cause de son corps affaibli, il ne pouvait pas non plus porter Élise dans ses bras. C'est alors qu'ils coururent sur la route vers le temple, et 10 minutes plus tard, un Eugène épuisé s'effondra au sol. Élise, qui pensait déjà qu'il avait pris l'initiative, lui demanda s'il allait bien. Mais à cause de sa maladie, il était vraiment faible et courir le faisait même s'évanouir. Il décida donc qu'il serait préférable qu'Élise le porte elle-même dans ses bras, car ce serait bien plus rapide. Désespérée, elle accepta, bien que cela la rende encore confuse, et ils atteignirent bientôt un tunnel de montagne menant au temple. Épuisée, Élise remarqua que tout autour d'elle ressemblait exactement à ce qu'il y avait dans le jeu, tandis qu'Eugène pendait comme un sac sur son dos. Soudain, elle aperçut une lumière vive devant elle, illuminant la magnifique plaine sur laquelle se dressait le temple. C'est ici que le démon Lesgan avait été scellé après le combat contre le croisé solaire. Enfin, Élise put ressentir une sensation jusque-là inconnue dont elle avait toujours rêvé. Eugène était très surpris et ne comprenait pas du tout de quoi elle parlait. Tout cela concernait le message qui apparaissait lorsque l'on découvrait ce temple, disant que l'on pouvait sentir l'énergie du dieu soleil. Eugène ne le ressentait certainement pas, mais en regardant Élise, il savait que quelque chose se passait en elle. Son cœur se mit à battre rapidement en voyant sa joie et comment elle profitait de ces nouvelles sensations. Les héros décidèrent de ne pas hésiter, car l'objectif était proche et le sceau qui retenait Lesgan se trouvait quelque part ici. Bien que l'apparence de Cordelia soit très attirante pour Eugène, il n'était pas enchanté par le caractère d'Élise. En entrant, ils virent l'endroit où Lesgan avait été scellé, qui devait d'abord être activé. Cordelia remarqua que comme dans le jeu, toute la pièce était un moyen d'activer le sceau. Leur adversaire était un démon scellé dans le temple, et en raison de sa taille, il devait y avoir un chemin pour l'atteindre quelque part ici. Mais après lui avoir lancé un regard malicieux, Eugène demanda les objets qu'il lui avait demandé de prendre. Élise commença à soulever sa jupe pour récupérer les objets cachés en dessous, mais se rendit soudain compte de ce qu'elle faisait et s'assura qu'Eugène détournait le regard avant de continuer à les sortir. Ces objets se révélèrent être du matériel d'écriture, encre rouge, plumes, pinceaux et parchemin. Si Eugène avait été seul, il n'aurait pas pu préparer le remède, car cela nécessitait un mage, alors il était heureux qu'Élise soit avec lui. Élise fut ravie d'entendre cela et aurait aimé qu'il la taquine moins et la remercie davantage. Après avoir pris tout ce dont il avait besoin, Eugène se prépara à dessiner quelque chose sur la pierre du sceau. Élise, surprise, le regarda. Après un moment, un grand pentagramme rouge fut dessiné à cet endroit. Élise se souvint que cela s'appelait le Vélastine, un cercle magique en l'honneur de son créateur. C'était le plus grand accomplissement de son art, et plus le démon était puissant, plus le cercle était chargé en pouvoir. Ce qui surprit le plus Élise, c'était comment Eugène avait pu mémoriser ce dessin complexe pour le reproduire. Lorsqu'il termina, il se tourna brusquement vers elle,
car maintenant à sa grande surprise, c'était son tour. Élise ne comprenait toujours pas ce qu'il attendait d'elle, ce qui l'agaça, et Eugène quant à lui, ne voulait pas expliquer davantage, car il était fatigué. Élise fit semblant de comprendre, mais Eugène savait déjà qu'elle ne savait pas mentir. À cause de sa maladie, Élise allait devoir activer la barrière, mais étant une mage de niveau 1, elle n'aurait pas à utiliser la puissance du médaillon. À cause de cela, le corps de Lesgan serait un peu restauré, mais le temple continuerait de le contenir. Cela nécessitait aussi une goutte de sang. Élise prit donc un couteau et se prépara à activer. Eugène ne voulait pas qu'elle en fasse trop, mais Élise était calme et s'approcha de la barrière, posant le couteau sur son doigt. Après une petite entaille, elle laissa une goutte de sang tomber sur la barrière, qui s'activa aussitôt. Soudain, la barrière s'illumina d'une lumière rouge, et tout autour se mit à trembler, se préparant à l'apparition du démon. Élise ne bougea pas, et Eugène fut heureux de voir que tout fonctionnait comme prévu et qu'il ne restait plus qu'à attendre. Les secousses s'intensifièrent, rendant déjà difficile de tenir debout. Eugène se demanda comment Élise se sentait. Elle pouvait sentir la densité du mana autour d'elle augmenter rapidement. Soudain, des chaînes écarlates jaillirent du cercle de la barrière, au bout desquelles se trouvait une sphère brillante d'énergie rouge. Le démon Lesgan apparut devant eux, une immense créature aux ailes de chauve-souris. En voyant qu'il était enchaîné, Eugène comprit que la barrière magique du Vélastine avait fonctionné correctement, et bien qu'il fût choqué et tremblant face à la puissance du démon, il se réjouissait que tout ait fonctionné comme prévu. La véritable puissance de Lesgan était grande, et Eugène sentit qu'il pourrait s'effondrer sous une telle pression. Eugène se demanda comment Élise se sentait. Cependant, son apparence enthousiaste et joyeuse ne fit que le dérouter encore plus. Son regard était fixé sur le médaillon d'or qu'ils étaient venus chercher et qui pendait à la ceinture du démon. Eugène comprit alors que le plus important pour Élise était d'obtenir ce qu'elle voulait, et que le reste n'avait pas d'importance. Comme le démon était inconscient, Élise tendit son bâton magique à Eugène pour qu'il puisse attraper le médaillon avec. Il fallait se dépêcher, et c'était plus simple et plus sûr avec un bâton qu'avec la main. En prenant le bâton, Eugène s'approcha lentement du démon et d'une main tremblante, tendit soigneusement le bâton vers le médaillon. Même si Lesgan était inconscient, il régnait une tension désagréable dans l'air. Lorsqu'il attrapa le médaillon avec un tintement caractéristique, Eugène et Élise furent ravis de ce jour tant attendu. Soudain, l'aile du démon bougea, plongeant les visages des héros dans l'ombre. Lesgan ouvrit les yeux et aperçut le visage terrifié d'Eugène à quelques mètres de lui. Il y eut un moment de pause gênante alors qu'Eugène, paralysé par la peur et la surprise, se figea. Les héros se précipitèrent brusquement pour s'éloigner du monstre, et Lesgan furieux de s'être fait voler, les vit fuir avec terreur. Eugène courut aussi vite qu'il le pouvait quand soudain ses jambes trébuchèrent et il s'étala au sol. Même si Lesgan restait scellé, la puissance qui émanait de lui était terrifiante. Eugène réalisa soudain que ses jambes l'avaient lâché et qu'il ne pouvait plus se relever à cause du stress et de sa maladie. Soudain, Élise cria au démon qui était attaché, et fit un pas en arrière en lançant un sort créant un cercle magique bleu en dessous d'elle. Elle tira plusieurs projectiles magiques depuis le cercle, fonçant vers le démon sans défense mais extrêmement puissant. Non seulement Lesgan, mais aussi Eugène furent choqués par cette attaque surprise, ainsi que par son ampleur après tout, seul un psychopathe aurait pu faire une telle chose. Mais elle ignora simplement les cris déchirants d'Eugène qui lui étaient adressés. Soudain, un pilier de lumière magique intense apparut de nulle part et enveloppa Élise, confuse. Eugène était très perplexe, ne comprenant pas ce qui se passait, et pensant toujours que son attaque était irréfléchie. Cependant, son opinion changea lorsqu'il réalisa soudain que le niveau d'Élise avait augmenté. Lesgan était très puissant et, en temps normal, il n'aurait même pas pu l'endommager. Mais maintenant, il y avait une opportunité de l'attaquer grâce au cercle magique de Vélastine, et Élise avait pu gagner suffisamment d'expérience pour monter de niveau en lui infligeant un point de dégâts. En voyant cette chance d'obtenir de l'expérience gratuite, la peur des héros se transforma en excitation, et des sourires rusés s'affichèrent sur leurs visages. Recevant plusieurs attaques qui ne lui causaient pas de dommages visibles, Lesgan était furieux. Pendant ce temps, Élise profitait sans pitié de la situation, envoyant de nombreuses salves de projectiles magiques contre lui. Eugène vit qu'elle prenait un plaisir sincère à frapper un démon si puissant. Lesgan était horrifié que de misérables insectes utilisent une magie aussi faible contre lui. Après s'être un peu repris, Eugène décida lui aussi de tenter de gagner de l'expérience gratuite. Parvenant difficilement à se lever, il se prépara à attaquer, adoptant une posture de combat. Il commença à réciter le sort nécessaire pour activer le médaillon d'or, qui brilla d'une lumière vive dans sa main. Puis, Eugène se prépara à attaquer, dirigeant la puissance du médaillon dans sa paume, et commença à l'approcher du démon pour lui porter un coup. Réalisant qu'il ne pouvait ni utiliser la magie ni les arts martiaux à cause de sa maladie, il décida de frapper, mettant toute sa force dans ce coup qui ressemblait plus à une caresse. Cependant, il lui infligea un point de dégâts, et Eugène monta de niveau instantanément. Lesgan sombra dans la dépression en voyant ces misérables insectes l'humilier de leurs coups. Il ne restait qu'une minute avant la disparition du démon, et les héros décidèrent de ne pas perdre de temps. Ils commencèrent à attaquer furieusement le démon, comme des moustiques fonçant sur un éléphant ligoté.
Lesgan mémorisa leurs visages et grava leurs âmes dans son esprit, sachant qu'un jour, il pourrait se venger de ces insolents. Il savait qu'un jour, il serait libre et leur ferait une offre. Il le supplierait de leur accorder sa clémence, mais Eugène et Élise continuaient leurs attaques, l'empêchant de finir, le poussant à la crise de nerfs. En disparaissant dans la sphère magique avec les larmes aux yeux, le démon rêva du jour où ils se retrouveraient, leur faisant un clin d'œil en guise d'adieu. Les héros savaient aussi qu'ils le reverraient, mais pas avant le 7e acte du jeu. Lesgan disparut, laissant derrière lui un nuage rouge scintillant qui se dissipa lentement dans les airs. Élise exhala de satisfaction, très heureuse de cette issue de la journée. Elle savait désormais qu'Eugène était un véritable fou, mais il avait la même opinion d'elle. Élise pensait qu'Eugène allait maintenant se rétablir. Mais en réalité, la guérison était un processus assez long. Alors qu'il s'apprêtait à repartir, Eugène passa soudainement un bras autour des épaules d'Élise, ce qui la déconcerta. Elle était prête à le tuer, mais il lui demanda seulement un peu de soutien pendant leur marche, car il n'avait pratiquement plus de force après toutes leurs attaques frénétiques. Voyant ses jambes tremblantes, Élise changea sa colère en pitié et l'aida à marcher avec un sourire. Cette nuit-là, lorsqu'ils retournèrent chez eux, ils furent punis par 10 jours d'assignation à résidence. Une semaine plus tard, de belles colombes blanches tournoyaient autour du manoir Bayer, célébrant une belle journée d'été. À ce moment-là, Eugène, épuisé par l'entraînement, s'étalait sur son lit, essayant de reprendre son souffle. À cause de sa maladie, même 10 tours de terrain représentaient une épreuve difficile pour lui. Cependant, depuis qu'il avait obtenu le médaillon, il se sentait beaucoup mieux, et son corps se remettait chaque jour davantage. Si ce monde était vraiment réel, leur objectif ultime serait la survie. Après tout, selon le scénario du jeu, ce monde attendait l'apocalypse et la grande venue des anges et des démons. Pour atteindre cet objectif, lui et Élise devaient devenir aussi forts que possible en un minimum de temps. Mais même s'ils étaient pressés, ils devaient d'abord maîtriser les bases et guérir le corps d'Eugène. Une fois devenus plus forts, ils pourraient ensemble résister à n'importe quel ennemi. Une semaine s'était écoulée depuis qu'il avait obtenu le médaillon, ce qui signifiait qu'il restait 3 jours avant la fin de l'assignation. En pensant qu'il devait se préparer à ce qui allait arriver, Eugène se dirigea vers son bureau. Quelques jours plus tard, Élise étudiait des informations sur le cercle magique de Vélastine dans un livre ancien lorsqu'un frisson la traversa. Elle ressentit un pressentiment sinistre de moquerie de la part du numéro 1 omniscient, comprenant qu'elle ne pouvait pas dessiner un cercle magique. Soudain, de nombreux coups retentirent à la porte de sa chambre, et la voix de Dahlia se fit entendre à l'extérieur. Posant le livre à côté d'elle, Élise l'invita à entrer, espérant entendre des nouvelles de la levée prématurée de l'assignation, mais voyant son sourire inhabituel et les taches roses sur ses joues, elle sut qu'il y avait quelque chose de louche. Élise avait raison, et à son horreur, elle aperçut une lettre de son prétendant, Sir Jude, dans les mains de Dahlia. Élise vit immédiatement Eugène, qui se moquait toujours d'elle quand elle se montrait en société comme une noble dame. Cependant, il y avait un détail qu'elle ne remarqua pas immédiatement, mais en y regardant de plus près, cela lui parut étrange. Dahlia était trop excitée, car elle pensait que la nouvelle était excellente. En effet, dans son désir pour Eugène, Élise avait refusé de manger des gâteaux, ce qui déprimait Dahlia. Mais cela était dû à leur beauté excessive. Dahlia se rappela combien elle avait été effrayée lorsqu'ils avaient sauté de la falaise, car c'était son devoir de protéger Cordelia. Mais désormais, Dahlia comprenait qu'elle avait trouvé la seule et unique personne avec qui elle pourrait passer le reste de sa vie. Ce jour-là, Alexandra lui avait donné un roman à lire, dans lequel Dahlia trouva toutes les réponses, même si Élise ne comprenait pas de quoi il s'agissait, et furieuse et embarrassée, elle prit la lettre avec un sourire. Élise était impatiente de lire cette lettre pour s'en débarrasser au plus vite. La majeure partie de la lettre ressemblait à une déclaration d'amour, comme si une licorne rose avait vomi un arc-en-ciel sur du papier. En la lisant, Élise souriait en luttant contre son envie de vomir, tandis que Dahlia était aux anges. Élise chercha soigneusement la ligne cachée dans la lettre, où se trouvait le véritable but de ce message. En descendant au bas de la page, elle aperçut soudain quelque chose de bizarre qui ne lui avait pas sauté aux yeux immédiatement. En bas, il y avait une petite inscription en anglais indiquant qu'il devait se retrouver dans le confessionnal du temple de Varuna. Varuna était la déesse des secrets, et dans ces nombreux temples, il y avait des confessionnaux où les gens révélaient leurs secrets. Élise se demanda quel secret il avait en réserve pour elle et espérait qu'il s'agirait d'excuses pour ses taquineries, mais elle savait aussi qu'il ne demanderait pas un rendez-vous pour rien. Alors elle demanda à Dahlia de l'emmener au temple le lendemain pour un rendez-vous. Dahlia retint son souffle à cette demande, et en portant les mains à sa bouche, elle inspira profondément. Après tout, son prétendant l'avait invitée à un rendez-vous le jour même de la fin de leur assignation commune, ce qui était très romantique. Ces mots frappèrent Élise comme un éclair, la faisant frissonner, mais elle ne le montra pas. Cette fois, Dahlia voulait tout faire pour s'assurer que personne n'oserait les déranger. Élise, à moitié morte de honte, était reconnaissante envers elle et rêvait en même temps d'étrangler Eugène. Le lendemain, lui et Dahlia partirent en calèche vers le lieu de rendez-vous. Le temps comme toujours, était magnifique, et les rues de la ville étaient très animées. En arrivant au temple, Dahlia décida de les observer de loin pour ne pas les déranger.
Aux exclamations joyeuses de Dahlia, Élise se dirigea vers ce rendez-vous amoureux, en tentant de contenir ses émotions. En montant au 2e étage, elle trébucha maladroitement sur une marche mais continua son chemin comme si de rien n'était. En entrant dans la salle désignée, elle vit Eugène assis paisiblement, lui faisant un signe de la main, auquel elle répondit. Élise se demanda comment il avait pu louer un espace personnel. Était-il vraiment devenu prêtre ? Il valait mieux parler de ce genre de choses plus discrètement, car on ne sait jamais qui pourrait entendre et mal interpréter la réponse. La réponse résidait dans la vaste fortune de la famille Bayer, qu'Eugène pouvait utiliser librement. Élise fut choquée, car si quelqu'un dans la famille l'apprenait, ils en seraient stupéfaits. Cependant, la pièce était vide, alors, pourquoi l'avait-il appelé ici ? Il serait absurde de penser qu'Eugène l'avait appelé ici sans une bonne raison, après tout. En réalité, il y avait un donjon caché dans ce temple, ce qui plongea Élise dans la stupéfaction. En effet, aucun sujet de discussion sur le temple de Varuna n'avait été abordé sur les forums de discussion du jeu. La raison en était qu'Eugène était le seul à le savoir. Il n'avait révélé cette quête à personne et ne parlait sur les forums que des quêtes que tout le monde connaissait déjà, ce qui rendait Élise furieuse. Eugène fut surpris qu'elle télécharge tout sans penser au fait que cela révélait ses cartes à tout le monde. Élise était furieuse, car elle avait toujours senti que quelque chose clochait, et qu'il devait bien y avoir un piège quelque part. Peu importe combien elle s'entraînait, elle n'arrivait pas à rattraper Eugène dans le classement. Quand elle reprit ses esprits, elle se demanda quel genre de donjon cela pouvait être, en espérant que cette fois la récompense serait partagée. En riant, Eugène pensa qu'elle n'avait pas l'air particulièrement démunie de son expérience gratuite sur l'Esgan, mais cette fois, tout était équitable et l'entrée du donjon se trouvait dans un livre de la bibliothèque du temple. En terminant le donjon, chacun recevrait un livre de compétences, Eugène un livre pour guerrier et Élise un livre pour magicien. En plus, Élise serait la première magicienne à finir ce donjon, car Eugène n'avait joué que comme guerrier. Eugène lui fit un clin d'œil. Apprenant cette nouvelle, Élise fut stupéfaite par cette surprise inattendue, les mots « tu seras la première » résonnaient doucement dans ses oreilles, remplissant son cœur de joie et de bonheur. Élise n'en revenait pas, ce jour était enfin arrivé, elle allait être la première, quoi qu'il arrive, et avec des yeux brillants, elle insista pour aller immédiatement à la bibliothèque. Eugène calmement, pointa du doigt le bon livre, qu'elle vit sur la table derrière elle. Élise fut reconnaissante envers Eugène pour sa courtoisie et toucha le livre avec révérence, inspirée et remplie d'une énorme motivation, elle décida de conquérir immédiatement ce donjon. Dahlia se tenait près de l'entrée du confessionnal quand soudain une lumière vive apparut à la porte, puis s'éteignit instantanément. En entrant, elle ne vit qu'un simple livre posé sur la table, émettant de faibles rayons de lumière. Eugène et Élise se retrouvèrent dans un endroit sombre et lugubre, l'air chargé d'humidité et d'odeur de terre. La sueur coulait sur le visage d'Élise, sa vision était floue, et tout son corps tremblait. Il n'aurait jamais imaginé qu'elle souffrirait autant du mal des transports pendant la téléportation, mais ce qui la déprimait le plus, c'était qu'elle était la seule à en souffrir, alors qu'Eugène, comme si de rien n'était, essayait de l'aider. Peu à peu, les hauts-le-cœur se dissipèrent, et Élise commença à regarder autour d'elle. Le donjon ressemblait à un château médiéval, et l'obscurité était dispersée par une lueur sinistre provenant d'un sommet verdâtre. Le donjon était virtuel à l'intérieur du livre, donc si quelqu'un mourait, il serait téléporté à l'extérieur. Cependant, la deuxième joueuse du classement comptait bien finir ce donjon dès le premier essai. En pinçant le bras d'Eugène, elle comprit que même s'il ne pouvait pas mourir, il ressentait tout de même la douleur. Cet endroit était une excellente opportunité pour s'entraîner au combat sans risquer sa vie, surtout qu'Eugène avait Élise à ses côtés. Élise fut surprise d'entendre ces mots, ne comprenant pas vraiment ce qu'Eugène voulait dire. En réalité, Eugène faisait partie de ceux qui analysent minutieusement chaque moment du jeu. Élise, quant à elle, passait la plupart de son temps à chasser, tuant 2 fois plus de monstres qu'Eugène. Avec cela en tête, ses compétences seraient utiles, mais Élise savait d'emblée qu'elle devrait probablement faire tout le travail pour 2. Elle passa la main sur sa jupe, pensant qu'elle avait apporté quelque chose avec elle au cas où. Eugène regardait la pièce dans laquelle il se trouvait quand Élise lui demanda de se retourner. Soudain, elle lui montra des gemmes de différentes couleurs qui l'aidaient à améliorer sa magie. Quand Eugène l'appela, elle comprenant qu'il préparait quelque chose, décida de prendre quelques pierres avec elle. Son père, l'un des 4 plus puissants hommes du Nord, avait fabriqué ces pierres spécialement pour elle. Eugène sourit avec scepticisme, pensant que c'était sa carte maîtresse avec laquelle elle voulait le surprendre, sur la base de ce qu'il avait observé précédemment. Et elle n'avait pas beaucoup d'autres choses issues du jeu. Puis il ouvrit la valise, se souvenant qu'il avait aussi quelque chose qui pourrait lui être utile devant Élise. Surpris, il sortit un paquet de parchemins magiques de lumière et de foudre, les lui tendant. Grâce à ces parchemins, elle pouvait lancer des sorts instantanément sans les incanter. Cependant, Élise fut surtout surprise d'apprendre qu'Eugène les avait fabriqués lui-même. Parce qu'il connaissait la recette par cœur. En voyant son sourire satisfait, un sentiment d'envie et de colère s'éveilla en elle. Étant la 2e dans le classement et jouant en tant que mage, c'était frustrant pour elle d'apprendre que le guerrier l'avait dépassée en magie.
En voyant à quel point elle était nerveuse, Eugène eut du mal à retenir son rire, mais après s'être calmé, il fit une dernière demande. Lorsqu'Élise entendit cette proposition de partager son mana avec lui, elle fut surprise, car il en avait le sien, mais malheureusement en raison de la maladie d'Eugène, ses veines yin étaient bloquées et il ne pouvait pas l'utiliser. Élise était furieuse à l'idée qu'il ait perdu l'amulette, mais en réalité, la maladie ne se guérissait pas si rapidement. En outre, Eugène avait apporté plusieurs potions pour permettre à Élise de recharger son mana et pour l'armure. Élise comprit alors qu'il avait prévu de l'utiliser depuis le début, ce qui la rendit encore plus furieuse. Après avoir donné presque toute son mana à Eugène et bu plusieurs potions, Élise savait que contrairement au jeu, elle était sur le point d'exploser. Elle refusa également de porter une armure en raison de son poids et parce qu'elle ne tiendrait tout simplement pas sur sa robe élégante. Eugène la regarda avec un regard rusé, se rendant compte qu'elle pourrait regretter de ne pas avoir pris l'armure. Bien que Élise soit contente de pouvoir devenir la première, elle affichait un visage clairement nerveux. Après tout, les combats dans la cour ne pouvaient pas être considérés comme un vrai combat. Et ici, ils devaient affronter un vrai boss. En entrant dans la salle en forme de donjon, ils entendirent soudain une toux résonner autour du périmètre. Se cachant derrière une colonne, ils attendirent l'apparition de l'ennemi, prêt au combat. Ils comprirent tous les deux qu'avec leur niveau de force actuel, ils devaient être extrêmement prudents. Eugène, voyant l'expression méfiante d'Élise, savait qu'elle était vraiment inquiète. Soudain, un petit groupe de gobelins apparut dans le coin avec des haches à une main et commença à arpenter la pièce. En voyant leur couleur, Eugène déduisit que leur capacité était celle des ténèbres et utilisa un parchemin de lumière. Soudain, une pentagramme jaune vif apparut sous les gobelins, les immobilisant et les troublant grandement. Ensuite, en utilisant une roquette magique, Élise les acheva finalement, gagnant un peu d'expérience. Les gobelins du bloc voisin remarquèrent la bataille et se précipitèrent pour aider leurs camarades. Cette fois, ils avaient la capacité de la terre et Élise, l'apprenant d'Eugène, se tourna brusquement pour attaquer. Rassemblant la magie dans sa main, elle attendit qu'Eugène lui donne le signal pour attaquer, comme il le lui avait demandé. Quand un groupe d'ennemis fut en vue, Eugène donna instantanément l'ordre d'attaquer. Élise utilisa alors la magie pour rendre le sol glissant comme de la glace, faisant tomber tous les gobelins au sol. Après cela, Eugène utilisa un parchemin de lumière pour lier chaque gobelin avec des cordes de lumière magique. Les ennemis immobilisés se mirent à se débattre, essayant en vain de sortir du piège. En voyant Élise pâlir, Eugène se hâta de lui donner une potion de récupération, car elle n'avait pas encore digéré les potions précédentes. Élise prit la potion avec un regard contrarié. Eugène ne se précipita pas pour achever ses ennemis jusqu'à ce que Élise ait récupéré sa magie, et elle se mit à ingurgiter la potion. Comme les gobelins étaient des monstres de bas niveau, ils devaient tous les tuer pour monter de niveau. 5 heures plus tard, cette partie du donjon était débarrassée de tous ces monstres, et les héros poursuivirent leur périple. Pendant le jeu, il suffisait de cliquer avec la souris. Mais maintenant, Élise était complètement épuisée, et les potions lui donnaient la nausée. De plus, tout au long de cette aventure, il n'y avait eu aucun répit, et leurs jambes commençaient sérieusement à leur faire mal. Eugène demanda avec tact à Élise comment elle se sentait, estimant que c'était un effort trop intense pour une première fois. Au départ, Élise fut agréablement surprise par cette manifestation inhabituelle de sympathie et d'attention. Mais lorsqu'elle entendit les mots « première fois », elle comprit qu'il s'agissait de sarcasme, une nouvelle tentative pour se moquer d'elle. Pourtant, elle reconnaissait que ce donjon était assez difficile et qu'ils avaient été grandement aidés par la carte qu'Eugène avait élaborée. Cette carte comprenait un répertoire de tous les monstres du donjon, avec une description détaillée de leurs capacités et de leurs faiblesses. Eugène se révélait très compétent, à la fois offensivement et en soutien, ce qui faisait de lui un excellent compagnon. Il avait aussi préparé à l'avance tout le nécessaire. Sachant ce qu'ils allaient affronter, il était clair qu'Eugène maîtrisait parfaitement son rôle de personnage secondaire. Élise devait-elle apprendre à jouer de la même manière pour le surpasser ? En voyant l'expression contrariée de Élise, Eugène devina qu'elle ne disait rien uniquement parce qu'elle savait qu'il en profiterait pour la taquiner à nouveau. Cependant, la fatigue était bien réelle, et il fallait envisager une pause. Élise, cependant, s'y opposa, attribuant son état à ses jambes endolories et à son estomac rempli de potions. Elle était également profondément agacée qu'Eugène la provoque sous prétexte que son niveau était plus élevé que le sien. Avec seulement un niveau d'écart, Eugène faisait semblant de ne pas comprendre ce que cela signifiait d'être deuxième, ce qui irritait Élise encore plus. Il riait de sa réaction, satisfait qu'elle aille bien. D'ailleurs, le boss était tout proche. Élise exigea qu'il arrête de se moquer d'elle, promettant de se venger, puis ils reprirent leur route. Élise savait qu'ils étaient dans le donjon depuis plus de 5 heures et s'inquiétait pour Dahlia, qui avait sûrement perdu leurs traces. Cependant, comme ils étaient dans un donjon virtuel, le temps s'écoulait différemment ici par rapport à l'extérieur. En calculant qu'il n'y était que depuis 20 minutes en temps réel, Élise se sentit beaucoup plus sereine. Soudain, Eugène fixa intensément un point droit devant eux. En voyant leur destination, Élise comprit qu'il n'était plus nécessaire de s'inquiéter du temps. L'arène du boss se trouvait juste devant eux, à quelques mètres, derrière un immense portail de fer.
Impressionnée par la taille du portail, Élise devina que le boss devait être grand et puissant, mais elle fut un peu déçue en apprenant qu'il s'agissait d'un loup enragé. Elle s'attendait à quelque chose de plus impressionnant. Elle supposa que si c'était un loup, il serait probablement de type électrique, ce qui n'avait jamais été vu ici auparavant. Applaudissant sa brillante déduction, Eugène acquiesça, ajoutant qu'avec un type électrique, il devrait se déplacer très rapidement. Soudain, il posa sa valise au sol et commença à en sortir quelque chose. Intriguée, Élise se demanda pourquoi Eugène ne lui montrait pas ce qu'il avait prévu. Il lui donna pour consigne de ne se concentrer que sur l'esquive lors de l'affrontement, mais cette idée ne lui plaisait pas, pensant qu'il voulait encore l'utiliser à son avantage. Furieuse, Élise protesta, mais Eugène la rassura. Cette fois, les choses seraient différentes. Intriguée, Élise s'intéressa davantage à ce boss, se demandant en quoi il pouvait être spécial pour qu'Eugène demande autant de préparation. Eugène trouva finalement ce qu'il cherchait, une étrange bourse et plusieurs parchemins d'éclairs. Bien que le loup soit ordinaire, Eugène semblait se préparer à quelque chose de plus grand. Soudain, le portail émit un grincement sinistre, suivi d'un rugissement menaçant provenant de l'intérieur. Eugène et Élise restèrent figés en voyant le loup enragé émerger lentement du portail. C'était une créature humanoïde avec une tête de loup et un niveau 17. Ses yeux brillaient d'un éclat meurtrier, et son objectif semblait clairement être Eugène. Élise remarqua ce détail avec un sourire en coin, tandis qu'Eugène frissonna en sentant l'intention de tuer du loup. Lorsque le loup fit un mouvement brusque, signalant son intention d'attaquer, Élise et Eugène se mirent immédiatement sur leur garde, surveillant chacun de ses gestes. D'un coup puissant de sa patte griffue, le loup tenta de frapper sur le côté. Élise eut un moment de frayeur, sachant qu'Eugène était affaibli par sa maladie. Mais son entraînement porta ses fruits, il parvint à esquiver de justesse. Il cria alors à Élise, lui donnant le signal d'attaquer. Élise savait que les loups attaquaient toujours en ligne droite, elle se prépara donc à lui montrer la puissance de la double restriction. Sur le signal, elle utilisa un parchemin de lumière et invoqua des chaînes doubles qui enserrèrent les pattes du loup, l'immobilisant. Ensuite, elle rendit le sol glissant, ce qui fit rouler le loup, désormais désorienté. Piégé, le loup ne pouvait plus bouger, et Élise s'apprêtait à lui porter un coup décisif. Malgré la rapidité du loup enragé, sa faiblesse résidait dans la prévisibilité de ses attaques. Mais en raison de la différence de niveau entre eux, Élise savait qu'elle ne pourrait pas le retenir longtemps. Si rien n'était fait rapidement, leur position deviendrait dangereuse. Eugène devait donc finir ses préparatifs sans tarder. C'est précisément ce qu'il faisait lorsqu'il se leva soudain, attrapant plusieurs parchemins et se préparant à attaquer avec un sort de foudre, il frappa le loup d'un éclair puissant qui fit trembler les murs. Élise fut abasourdie, car il lui avait expressément demandé de ne pas attaquer le monstre, et voilà qu'il le faisait lui-même. Pourtant, quelque chose la troublait, sans qu'elle puisse mettre le doigt dessus. Soudain, les chaînes se brisèrent, libérant le loup enragé qui se prépara immédiatement pour une nouvelle attaque. Cette fois, il changea de cible et fonça sur Élise. Eugène cria de faire attention. Mais grâce à la nature prévisible de ses attaques, Élise esquiva facilement, et le loup s'écrasa contre un mur. Élise trouva étrange que le loup continuât d'attaquer sans subir le moindre dégât des coups d'Eugène. En outre, il semblait devenir plus agressif et même plus grand, ce qui la déconcerta davantage, mais Eugène réalisa que cela ne suffirait pas. Brusquement, une idée brillante lui vint à l'esprit. Il demanda à Élise d'utiliser un sort d'eau contre le loup. Déconcertée, elle sortit une pierre magique bleue et lança un jet d'eau sur le loup, tandis qu'Eugène amplifiait l'attaque avec de la foudre. Bien que le loup ne fût pas blessé, Eugène sembla satisfait, mais Élise ne comprenait toujours pas ses intentions. Eugène continua de foudroyer le loup enragé, toujours sans résultat apparent. Élise de son côté, avait du mal à se concentrer, distraite par une mélodie qui résonnait dans sa tête. Soudain, de la fumée se mit à s'échapper du loup, accompagnée de sons étranges. À cet instant, Élise se rappela leur conversation précédente sur le combat à venir. Le boss serait-il électrique? Tout à coup, elle comprit. La stupeur et l'horreur se lisaient sur son visage. Eugène utilisait l'électricité contre un adversaire électrique, ce qui défiait toutes les lois existantes. Pendant ce temps, Eugène cessa ses attaques, et le loup encore plus furieux, émergea de la fumée, prêt à attaquer. Il rugit puissamment, effrayant Élise, tandis qu'Eugène semblait étrangement satisfait. Lorsque la fumée se dissipa, Élise aperçut une vision effrayante. Le loup était désormais doté d'une corne sur le front, et son corps irradiait une énergie qui semblait déformer l'espace autour de lui. Son corps, visiblement agrandi, laissa Élise pétrifiée. Elle comprit que les attaques électriques d'Eugène l'avaient en réalité renforcée. Incapable de prononcer un mot, Élise réalisait avec effroi qu'il n'avait désormais aucune chance de vaincre ce monstre. Elle bouillonnait de rage en comprenant qu'en parlant de préparatifs, Eugène faisait référence au boss. C'était bien l'être éveillé qu'il devait vaincre, condition essentielle pour obtenir la récompense. Eugène ne l'avait pas mentionné plus tôt, probablement pour éviter de la rendre encore plus nerveuse. Soudain, Élise déchira avec défi l'un des parchemins sous les yeux ébahis d'Eugène. Le loup derrière elle fut englouti par une explosion de flammes, grillant sur place. Malgré la tentation d'utiliser un tel parchemin sur Eugène lui-même, elle réprima sa colère.
Eugène promit alors de tout lui expliquer la prochaine fois. Pendant ce temps, le loup se remit sur pied, prêt à attaquer de nouveau. Bien que Élise voulût passer un savon à Eugène, il n'y avait pas le temps pour des reproches. Le loup approchait, plus furieux que jamais. Il bondit soudain dans leur direction, sa patte griffue chargée d'électricité. Les loups enragés ont des caractéristiques similaires aux loups ordinaires, des pattes puissantes et des attaques directes. Ils foncent comme une balle, suivant une trajectoire simple qu'il est facile d'esquiver si on sait les anticiper. Mais atteindre leur niveau et les maîtriser, c'est une autre affaire. Le loup attaqua, mais Élise et Eugène esquivèrent à temps. Cependant, le loup poussa soudain sur un poteau pour changer sa trajectoire. Horrifiée, Élise comprit que ce loup avait maintenant un tout autre niveau. Son rang avait augmenté et ses techniques d'attaque s'étaient complexifiées, tout cela à cause de l'arrogance d'Eugène. Avec ses nouvelles capacités, le loup pouvait enchaîner des attaques imprévisibles, rendant impossible tout calcul ou esquive, même avec des réflexes rapides. Alors qu'Eugène terminait ses préparatifs, il fit semblant de tousser bruyamment pour attirer l'attention de Élise. En roulant des yeux, il fit mine de se sentir mal et s'écroula au sol, éparpillant ses parchemins autour de lui. Élise, alarmée, se retourna et fut horrifiée de le voir ainsi, croyant que sa maladie l'avait terrassé. Elle vit littéralement le loup saisir cette opportunité, se propulsant brusquement pour fondre sur sa proie, Eugène. À sa grande surprise, le loup contourna Élise, ignorant totalement ses tentatives pour le distraire, et se dirigea droit sur Eugène, immobile et sans défense. Reprenant ses esprits, Élise tenta désespérément de le sauver. Elle activa un cercle magique et lança plusieurs flèches magiques sur le loup, mais grâce à sa nouvelle corne, le loup généra un bouclier de foudre qui bloqua les flèches. Élise, choquée, imaginait déjà le loup réduire Eugène en morceaux. Le loup, maintenant à portée, balança sa patte griffue, mettant toute sa force dans son cou. Élise réalisa qu'elle ne pouvait rien faire, que c'était probablement la fin pour eux deux. Tandis que les souvenirs de leurs aventures passées défilaient dans son esprit, elle cria désespérément le nom d'Eugène. Mais alors, quelque chose d'inattendu se produisit. Le loup recula soudain, se tordant de douleur, roulant au sol en se couvrant le museau avec ses pattes. Élise sentit une odeur pestilentielle, une puanteur si forte qu'elle semblait provenir de 1000 décharges. Eugène tenait un sac à la main, source de cette puanteur insoutenable. Eugène avait anticipé la sensibilité olfactive du loup et avait emporté une bombe puante artisanale, concoctée à partir de matériaux spéciaux. Peu importe l'expérience acquise en tuant des gobelins, cela n'aurait jamais suffi contre un loup enragé. Élise se rappela alors avoir vu Eugène sortir ce sac de sa valise plus tôt, comprenant que ses propres pierres magiques étaient inutiles dans cette situation. Cependant, Eugène paya le prix de son audace. La bombe puante, si proche de son nez, le fit chanceler sous l'effet de la nausée. Malgré tout, il savait que c'était une victoire contre le boss, malgré la grande différence de niveau. Pour Eugène, le résultat importait davantage que le processus. Élise, en voyant son état, comprit qu'il avait agi imprudemment, risquant sa vie. Mais elle aussi valorisait davantage le résultat que les moyens d'y arriver. Il était temps d'en finir avec le loup enragé et de réclamer leur récompense bien méritée. Le loup, bien qu'évanoui, était toujours en vie et devait être neutralisé. Élise agita son bâton et fit apparaître une profonde fosse sous le loup. À mesure qu'elle approfondissait le trou, le loup y était enfoui de plus en plus profondément. Eugène, cette fois, se retint de faire des blagues susceptibles de l'irriter davantage. Lorsque la fosse fut achevée, Eugène utilisa plusieurs parchemins de feu simultanément. Il jeta les morceaux de parchemin dans le trou où se trouvait le loup. Les parchemins tombèrent lentement au fond, émettant une lumière de plus en plus vive qui terrifia le loup piégé. Eugène poussa brusquement Élise de côté juste avant qu'un immense pilier de feu ne jaillisse de la fosse, réduisant le loup en cendres. Tandis que leur niveau augmentait, Élise se rappela soudain qu'en cas de mort, il serait simplement téléporté à l'extérieur. Eugène, de son côté, se souvenait qu'en plus des points d'expérience, le jeu attribuait des titres pour certains exploits. Soudain, ils reçurent tous deux un titre pour avoir vaincu un loup enragé avec des personnages de bas niveau. Grâce à cela, toutes leurs statistiques furent augmentées de façon permanente d'1 point. Élise était infiniment heureuse de cette récompense inattendue, tandis qu'Eugène espérait que cela lui ferait oublier son coup monté. Il partagea joyeusement son enthousiasme, espérant détourner la conversation pour aller chercher les précieux grimoires qu'ils étaient venus chercher dans ce donjon. Mais après avoir reçu un coup sur la tête avec un bâton et s'être retrouvé au sol, Eugène comprit que son plan sournois avait échoué. Élise exigea qu'il lui promette de toujours la prévenir avant d'éveiller un boss. Eugène s'excusa, évitant de mentionner qu'il était tombé exprès pour attirer l'attention du monstre et ainsi la sauver de l'attaque. En détournant les yeux, Eugène remarqua une lueur à côté d'eux. Élise la vit également et leva les yeux. 2 livres lévitaient au-dessus d'eux, enveloppés d'une lumière bleue éclatante, descendant doucement vers le sol. C'étaient les grimoires tant attendus, ceux qu'ils étaient venus chercher dans ce donjon. En recevant le sien, Élise retrouva un air d'enthousiasme et de satisfaction qui réjouit Eugène. C'est toujours intriguant de savoir que l'on va recevoir quelque chose de précieux sans en connaître la nature exacte. En ouvrant son grimoire, Eugène découvrit une technique appelée les 36 marches célestes. Elle ressemblait aux 12 pas de l'éclair divin qu'il utilisait souvent dans ses parties, mais cette version était plus faible.
Eugène fut surpris que Élise soit au courant de cette technique, car il s'agissait d'une information secrète nécessaire pour l'obtenir. Cependant, la plus puissante d'entre elles était considérée comme la technique suprême des 9 étapes célestes de dissimulation, qui permettait même de se cacher des cieux. Même en tant que meilleur joueur du classement, Eugène n'avait jamais réussi à l'obtenir. Élise de son côté, contemplait son grimoire avec émerveillement, curieuse de savoir quelles compétences magiques elle allait recevoir. Eugène, amusé par son excitation, observa son impatience avec un sourire. Lorsqu'elle ouvrit son livre, elle découvrit le sort fusée de feu, une version améliorée de la magie qu'elle utilisait déjà. Elle sauta de joie, ravie de cette nouvelle compétence, sous le regard amusé d'Eugène, qui s'assit pour se reposer. Il se dit que maintenant qu'ils avaient obtenu leur récompense, il ne restait plus qu'à rentrer, mais l'euphorie fit place à une vague de fatigue, conséquence de toutes les épreuves qu'ils venaient de traverser. Épuisés, les deux personnages s'effondrèrent au sol pour faire une petite pause. Élise, contemplant le médaillon autour du cou d'Eugène, se convainquit qu'il jouait bien son rôle, car Eugène devenait progressivement plus fort. Après tout, il y a quelques jours à peine, il se serait évanoui instantanément sous un tel surmenage. Eugène partageait cette satisfaction, et tout en adressant des remerciements sincères à Élise, il réalisa que c'était grâce à elle qu'il avait obtenu ce médaillon. Élise, flattée par ses paroles, comprit néanmoins qu'il cherchait à l'amadouer. Maintenant qu'ils étaient tous deux passés au niveau 10 et qu'Eugène semblait guérir de sa maladie, il fallait réfléchir à la suite. Élise proposa alors de commencer à se préparer pour la prochaine étape, ce qui déconcerta Eugène. Cette étape impliquait l'invasion par la secte démoniaque de la main lors d'une réception mondaine. Comme on pouvait s'y attendre de la part de l'Éternelle Seconde, Élise connaissait parfaitement les subtilités et l'ordre des événements dans le jeu. Chaque personnage jouable avait son propre scénario principal et son intrigue, mais peu importait qui on incarnait, l'apocalypse arrivait toujours à la fin. Cependant, un scénario était particulièrement cruel, celui de Cordelia Dorvan. Selon les joueurs, il révélait la moralité douteuse des développeurs. L'histoire de Cordelia commençait lors d'une réception amicale avec les 12 enfants des clans du Nord. Selon le scénario principal, lorsque vous incarnez Cordelia, tout commence par un tutoriel gratuit dans le manoir de la famille Dorvan. Ensuite, des événements supplémentaires se déclenchent régulièrement dès que l'on quitte le manoir. Par ailleurs, les joueurs pouvaient découvrir des événements cachés en jouant librement. Après cette phase, Cordelia part en voyage dont l'objectif est d'assister à un événement mondain. Mais à cause de l'attaque des sectaires, la réception se transforme en un massacre, et le chaos éclate partout. De ce fait, la plupart des enfants issus des 12 clans participants sont soit tués, soit kidnappés, puis soumis à un lavage de cerveau. Cependant, Cordelia parvient à échapper à ce carnage et à se cacher des persécutions des sectaires. Dans sa fuite, elle perd Dahlia ainsi que tous ses gardes, qui étaient pour elle comme une famille, ainsi que ses amis. C'est un scénario infernal où tout commence à zéro, seul, dans une forêt profonde après une longue course-poursuite. À ce moment-là, il ne reste qu'un mois avant cet événement, et seule Cordelia doit y survivre. Cependant, à présent les héros n'étaient plus obligés de suivre le script fataliste, ce que Élise approuvait entièrement. En effet, continuer à suivre l'intrigue principale ne mènerait qu'à l'Armageddon et à la destruction. Ils avaient pour intention de créer un nouveau scénario et de conserver des alliés puissants, comme les 12 clans du Nord. De plus, Élise avait une autre raison de vouloir désespérément changer le script et obtenir une fin heureuse. Elle voulait protéger Dahlia, qui n'était pas seulement sa servante et sa protectrice, mais aussi une sorte de substitut à sa sœur. Élise ne pouvait pas se résoudre à la laisser mourir en se sacrifiant pour protéger Cordelia, comme cela se produisait dans l'histoire principale. Élise, d'ordinaire insouciante, affichait cette fois une détermination rare. En la voyant ainsi, Eugène ressentit une envie irrésistible de la prendre dans ses bras. Il comprenait qu'elle avait une excellente raison de vouloir protéger Dahlia et voulait sincèrement l'aider dans cette quête. Après tout, Élise portait désormais en elle les émotions, souvenirs et relations de Cordelia, pour qui Dahlia était la personne la plus précieuse au monde. Ainsi, la cruauté de l'histoire de Cordelia la blessait plus que quiconque, même si elle restait Élise à part entière. Soudain, son expression changea, et une question lui traversa l'esprit, une question qui hantait également Élise. Après tout, dans l'histoire originale, Jude Bayer n'avait pas pu participer à cet événement en raison de ses 9 méridiens du yin bloqués. Elle lui demanda toute gênée s'il allait venir à l'événement avec elle. Tout enjoué, il répondit que si c'est le désir de sa douce Cordelia, il sera de la partie. Le lendemain, Eugène courait de nouveau sur le terrain d'entraînement, réalisant qu'il était devenu beaucoup plus résistant. Pourtant, l'effort lui restait difficile, et la sueur coulait à flots sur son visage. Malgré tout, il continua obstinément à courir, réduisant son temps à chaque tour. Cette fois, il fit 10 tours. Il parvint même à rester debout, ce qui était déjà une grande réussite. En s'étirant, il ressentit une immense satisfaction de constater que son corps devenait plus fort et se rétablissait peu à peu. Monsieur Victor, un chevalier à la retraite ayant longtemps servi la famille Bayer, partageait cette joie. Eugène avait hâte d'apprendre les arts martiaux de la famille Bayer. Essuyant sa sueur, il remarqua soudain que sa serviette était faite du même matériau que les serviettes de sport qu'il avait sur terre.
Monsieur Victor fut impressionné par la persévérance du jeune maître, qui oubliait sa douleur et s'efforçait constamment de devenir plus fort. Victor pensait qu'il n'était pas nécessaire de s'inquiéter du fait qu'Eugène avait commencé son entraînement plus tard que les autres. Avec une telle détermination et son talent, il rattraperait rapidement son retard et pourrait atteindre un niveau remarquable malgré sa maladie. Eugène savait que Jude était un génie des arts martiaux, et il ne considérait pas son départ tardif comme un handicap. Soudain, ils entendirent la voix forte d'Alexandra, courant à toute vitesse vers eux en criant le nom de Jude. Eugène et Monsieur Victor s'interrogèrent sur ce qui avait pu exciter autant Alexandra. Arrivée près d'eux, elle mit quelques minutes à reprendre son souffle avant de pouvoir parler. Eugène, intrigué, se demandait ce qui pouvait la bouleverser à ce point, mais elle se contenta de le fixer, incapable de prononcer un mot. Lorsqu'elle retrouva son souffle, elle annonça que de la correspondance était arrivée du comté de Dorvan. Eugène pensa immédiatement que Cordelia avait écrit une lettre au jeune maître et s'inquiéta qu'il lui soit arrivé quelque chose. Mais la correspondance n'était pas de mademoiselle Cordelia, ce qui déconcerta profondément Eugène. Lorsqu'il apprit que la lettre venait directement du père de Cordelia, il resta stupéfait. Le choc de cette nouvelle le laissa sans voix, et il faillit s'effondrer, confirmant encore une fois auprès d'Alexandra l'identité de l'expéditeur. Quelques heures plus tard, alors qu'une atmosphère paisible régnait sur le palais de la famille Dorvan, Eugène, lui, était inquiet. Devant l'entrée, il ne comprenait pas comment il était arrivé là. Il se souvenait seulement que le comte l'avait invité par lettre pour discuter des récents événements concernant lui et Cordelia. Trop préoccupé par ses pensées, il oublia tout le reste, y compris comment il s'était retrouvé devant la demeure du comte. Essayant de se remémorer quelque chose à propos de lui, seules les paroles de Élise, qui considérait son père comme stupide, lui revinrent à l'esprit. Peut-être voulait-il des explications sur les raisons pour lesquelles Jude avait entraîné sa fille à travers les champs de fleurs ou sur leur rencontre secrète dans l'église après la levée de leur arrestation. Tandis qu'il réfléchissait, la voix d'Alexandra le tira brusquement de ses pensées, l'appelant à se rendre rapidement à l'audience avec le comte. Selon elle, il n'y avait aucune raison d'être nerveux, lui et Cordelia étaient officiellement fiancés, avec l'accord des deux familles. Elle ajouta d'une voix tremblante qu'un léger écart par rapport aux normes ne devrait pas poser problème. Eugène comprit qu'Alexandra avait raison. Il devait se calmer et accepter que le rôle de gendre et celui de beau-père faisaient partie des relations normales. Cependant, lorsqu'il réalisa que si le comte était son beau-père, cela ferait de cet endroit celui de sa belle-mère, une nouvelle vague de terreur l'envahit. Alors qu'il tentait désespérément de trouver les mots à dire, tout s'échappait de son esprit, laissant un vide. Lorsqu'il entendit son nom, il sursauta de peur. Mais rassemblant tout son courage, il se tourna vers la personne qui l'appelait. C'était Dahlia, qui l'accueillait joyeusement. Cependant, lorsqu'elle l'invita à entrer, Eugène aurait voulu disparaître sous terre. Ce fut encore plus étrange d'apprendre, selon Dahlia, que mademoiselle Cordelia ignorait que le comte l'avait convoqué. Eugène n'eut pas le temps d'élaborer un plan avant de se rendre au bureau du comte, ce qui le terrifia davantage. En frappant à la porte, Dahlia annonça au comte qu'elle avait amené le jeune maître, avant de s'éclipser. Rassemblant ses dernières forces pour ne pas céder à la panique, Eugène entra avec hésitation dans la pièce où se trouvait le comte. Pendant ce temps, le climat devenait plus froid, et le nombre de monstres dans la forêt semblait anormalement élevé. Alex, le frère aîné d'Eugène, comprenait avec d'autres membres que cette anomalie représentait un danger pour les villages environnants. Le comte Bayer, l'un des 10 meilleurs épéistes, estimait que l'expédition était nécessaire pour éliminer ces monstres avant de partir. À ce moment-là, le comte lisait une lettre récemment arrivée du maître Victor, indiquant que Jude semblait être en bien meilleure santé et qu'il serait bientôt prêt à commencer l'étude des arts martiaux. Lorsqu'il apprit qu'ils avaient obtenu le médaillon du soleil, Alex fut profondément surpris. Le frère, le comte Bayer, pensait que le comte Dorvan serait également impressionné par ce trophée, car il était particulièrement sensible à ce genre de choses. Souhaitant rentrer au plus vite, Alex proposa de mettre fin à la pause, mais le comte insista pour ne pas épuiser ses subordonnés. Pourtant, Gal voulait revoir son frère cadet au plus tôt, en bonne santé et en pleine forme. Levant les yeux vers le ciel, il se demanda si son frère allait bien, rêvant d'avoir une réponse à cette question sans délai. Cependant, la rencontre entre le comte Dorvan et Eugène annonçait une certaine tension. L'atmosphère était telle que tous les bienfaits gagnés grâce au médaillon semblaient s'être évaporés. Après tout, le corps d'Eugène se serre par ses entrailles, et il stressait énormément. C'était le même sentiment qu'il avait éprouvé en face de Lesgan dans le Temple du Soleil. Le comte, sereinement installé, buvait son thé, tandis qu'Eugène l'observait attentivement, se remémorant sa réputation. On le surnommait la Tempête écarlate, et il était l'un des meilleurs mages de combat du royaume, égal en force au père de Jude. Élise semblait exagérément idéalisée, ce qui faisait sourire Eugène en repensant à l'histoire originale. Jude n'avait jamais croisé le comte Dorvan auparavant, et, à cause de ses 9 méridiens du yin bloqués, lui et Cordelia s'étaient éloignés. Lorsque Cordelia disparut subitement lors de l'assemblée mondaine, leurs fiançailles furent rompues. Eugène, pensif, effleura sa tasse de thé du bout des doigts, réfléchissant à la situation.
Après tout, ce qu'il vivait représentait un autre changement dans le scénario principal, intriguant mais aussi terrifiant. Prenant une gorgée de thé, il faillit lâcher la tasse car la boisson était extrêmement sucrée, ce qui était suspect, comme si le comte l'avait fait exprès. Le comte semblait curieux de certains événements. Il voulait que Jude lui raconte tout directement, ce qui déstabilisa davantage Eugène. Après cela, un silence gênant s'installa à nouveau, accompagné d'une tension palpable. Eugène, transpirant, envisagea presque de se mettre à genoux pour s'excuser de tout ce qu'il avait fait. Le comte d'Orvan, quant à lui, pensait que Jude avait reçu une opportunité en or. D'abord, Eugène ne comprit pas ses paroles, avant de deviner qu'il faisait allusion au collier du soleil. Eugène le posa sur la table. Fixant le bijou, le comte le prit dans ses mains, conscient que ce trésor sacré représentait une immense chance. Rien qu'en le tenant, il sentait l'énergie s'en échapper continuellement. Comprenant que le comte, en tant que mage, s'intéressait plus au médaillon qu'à autre chose, Eugène supposa qu'il avait peut-être oublié la raison de sa convocation. Pourtant, le comte expliqua que, malgré cette énergie, les autres méthodes resteraient inutiles. Puis, il posa une petite boîte devant Eugène, disant qu'il voulait absolument lui offrir ce présent. Eugène, intrigué, ouvrit la boîte, et une lumière aveuglante s'en échappa. Il s'agissait d'une pilule dégageant une énergie yang concentrée, un remède rare pour sa maladie. Considérer un tel cadeau comme une bagatelle était insensé, et Eugène resta choqué par sa valeur. Voyant l'expression de surprise d'Eugène, le comte demanda si Élise l'avait vraiment porté après avoir sauté de la falaise avec lui. Gêné, Eugène hocha la tête sans mentionner qu'elle l'avait aussi porté sur son dos. Le comte ne put alors s'empêcher de le traiter d'idiot faible. Eugène comprit la justesse de ses mots et docile, attendit la suite. À sa grande surprise, le comte lui offrit une autre boîte contenant des bails augmentant la force. Eugène, abasourdi, réalisa que ces baies, introuvables au début du jeu, représentaient une opportunité incroyable. Le comte, voyant sa difficulté à avaler les pilules et les baies amères, lui suggéra de boire le thé sucré pour adoucir l'expérience. Mais Eugène comprenait tout de même pourquoi personne ne voulait jouer ce personnage. En plus de devoir se soigner pour quitter le manoir, il fallait réussir l'épreuve imposée par son père. Cette tâche était la seconde raison pour laquelle les autres joueurs sous-estimaient ce personnage. Ce n'est qu'en accomplissant cette quête qu'il devenait possible de lancer le scénario principal de Jude. Pour réussir, Jude devait d'abord suivre un entraînement conforme aux standards de son père, le comte Bayer. Ces standards étaient très élevés, ce qui signifiait qu'un mois d'entraînement intensif dans le manoir était nécessaire après la guérison. De plus, cette quête ne comportait aucun raccourci. C'était la première étape incontournable, une exigence essentielle pour progresser dans l'histoire. Eugène, cependant, pensait que l'absence de raccourci était un choix judicieux pour un jeu. Élise s'inquiétait du temps que cela pourrait prendre, craignant qu'Eugène ne puisse tout accomplir avant le rendez-vous prévu. En entendant cela, Eugène sortit quelque chose de sa veste avec un air satisfait, sous le regard étonné d'Élise. Il tenait le médaillon entre ses doigts, le faisant tourner avec assurance. Grâce à ce dernier, il ne devrait rencontrer aucun problème lors de l'épreuve imposée par son père. Ce médaillon, d'un niveau extrêmement élevé, avait un taux de chute maximale de seulement 3%. Eugène savait que tout ce qu'ils avaient déjà obtenu grâce à lui était une véritable réussite. Même le comte d'Orvan avait qualifié cela de coup de chance exceptionnel, et Élise ne pouvait qu'acquiescer. De plus, le comte avait couvert Eugène de cadeaux. Sa santé s'était presque totalement rétablie, ce que même Élise remarqua. Eugène était persuadé qu'il répondait déjà aux attentes de son père pour l'épreuve. Il sourit, ajoutant qu'il disposait également d'un atout de taille, Élise elle-même. Cette remarque plongea Élise dans une grande confusion. Elle ne comprenait pas ce qu'il voulait dire, ni pourquoi il agissait de manière si étrange. Pendant ce temps, Dahlia et Alexandra, qui observaient la scène à distance, souriaient, ravis de voir un couple aussi charmant. Une semaine plus tard, tôt le matin, une servante frappa à la porte de Élise, qui était en train de lire un livre sur la magie. À son grand désarroi, la servante lui apporta une lettre de son prétendant, Monsieur Jude. Frissonnant, Élise prit la lettre et referma la porte avant de se précipiter sur son lit pour l'ouvrir. Le cœur battant, elle redoutait ce qu'elle allait y découvrir. La première phrase, pleine de tendresse et de romantisme, faillit lui provoquer un malaise. Décidant d'ignorer ces futilités, elle se concentra pour décrypter un éventuel message caché dans le texte. Lorsqu'elle le trouva, elle fut horrifiée et embarrassée par sa demande, qu'elle trouvait incroyablement gênante. Pourtant, la lettre ne mentionnait ni date, ni heure, et Élise ne savait pas comment répondre. Soudain, Dahlia fit irruption dans la chambre, rayonnante de bonheur. Elle apportait une excellente nouvelle. Le comte Bayer, l'ami du comte d'Orvan et le père de son jeune prétendant, rentrait d'une longue expédition ce jour-là. Le comte d'Orvan avait demandé à Dahlia d'informer Cordelia qu'elle devait se préparer pour une réception au manoir des Bayer, prévue dans 2 jours. Sous le choc, Élise resta figée, incapable de prononcer un mot, ce qui étonna beaucoup Dahlia. 2 jours plus tard, Élise et Eugène étaient à table lors d'un dîner familial au manoir des Bayer. Élise s'efforçait frénétiquement de comprendre pourquoi elle était là et pourquoi cette rencontre avait lieu dans ce manoir.
Voyant son agitation, Eugène comprit qu'il avait probablement eu la même expression lorsqu'il avait rencontré le comte d'Orvan. Lorsqu'Alex apprit qu'ils avaient trouvé le médaillon du soleil au cours de leurs aventures, il fut stupéfait par leur incroyable chance. Il exprima sa gratitude envers Cordelia, qu'il considérait comme une déesse de la chance pour leur famille. Cette remarque embarrassa profondément le comte d'Orvan, tandis que Cordelia manqua de s'étouffer avec son vin. Amusé par leur réaction, Alex éclata de rire, augmentant l'embarras de Élise. Pour lui, son frère avait vraiment beaucoup de chance d'avoir une telle fiancée, ce qui faillit faire vomir Élise sur le champ. Alors que le repas touchait à sa fin, le comte Bayer s'adressa soudain à Cordelia, la faisant sursauter. Il avait entendu dire qu'elle souhaitait lui demander quelque chose et voulait en discuter immédiatement. En repensant aux mots embarrassants d'Eugène dans sa lettre, Élise sentit son esprit s'embrouiller. Satisfait de l'état de nervosité d'Élise, Eugène l'observait avec un sourire, attendant la suite des événements. Mais, voyant qu'elle n'osait pas s'exprimer, il décida de parler à sa place. Avec l'approbation de son père, Eugène annonça qu'il souhaitait participer à la réception mondaine prévue très prochainement et qu'il comptait s'y rendre avec Cordelia. Tout le monde fut surpris, et le comte Bayer réfléchit en silence, fixant son verre et se remémorant l'événement. Alex avait participé à une telle réception par le passé, et désormais, Jude avait également le droit d'y assister. Encouragé par ces paroles, Eugène poussa un soupir de soulagement, fermant les yeux. Cependant, son père avait du mal à croire qu'un homme n'ayant jamais tenu une arme de sa vie puisse s'aventurer hors de chez lui. Puis Eugène donna un léger coup de pied à Élise sous la table, car en plus de l'invitation, il y avait une autre requête dans la lettre. Eugène esquissa un sourire, satisfait de s'être déjà rapproché leur objectif, et jugea que l'heure de gloire de Élise était arrivée. Mais Élise refusait catégoriquement de s'y prêter. Elle n'était même pas sûre que cela fonctionnerait. Son père, fier des prouesses militaires de leur famille, ne permettrait à Jude de quitter la maison que s'il était convaincu de sa force. Rassemblant tout son courage, Élise cria. Appelant son père, elle stupéfia tout le monde présent. Bégayant et peinant à s'exprimer, elle tenta de prononcer des mots qui lui donnaient envie de vomir. Après un ultime effort, Élise hurla qu'elle voulait absolument y aller avec le jeune Jude. Eugène, abasourdi par cette déclaration inattendue, ne savait comment réagir face au désir brûlant de Cordelia. Après tout, Jude était alité il y a peu de temps. Le comte d'Orvan poussa un long soupir. Est-ce que le comte Bayer croyait vraiment que le médaillon porté par le célèbre paladin était tombé entre les mains de Jude par pur hasard ? Certes, Jude avait encore des progrès à faire, mais le comte d'Orvan estimait qu'il avait déjà prouvé ses capacités. Tandis qu'il parlait, le comte Bayer se sentit idiot, comme s'il entravait ses enfants. Eugène hocha la tête avec approbation. Élise, quant à elle, déploya ses talents d'actrice, ouvrant de grands yeux empreints d'une tristesse universelle, qu'elle dirigea d'un regard intense vers le comte Bayer. Ce dernier, pris de court par cette attaque conjointe, ne savait plus quoi dire. Malgré tout, il ne pouvait ignorer la détermination de Cordelia. Il avait entendu dire par M. Victor que Jude avait atteint une forme physique suffisante pour commencer à apprendre les arts martiaux. Eugène et Élise furent agréablement surpris d'entendre la proposition de commencer l'entraînement immédiatement après le déjeuner. Cependant, le comte Bayer était un enseignant strict, et Eugène ne put se permettre de relâcher ses efforts. Le comte d'Orvan, de son côté, fut agréablement surpris par l'énergie que déployait le comte Bayer malgré son récent retour. Eugène et Élise furent stupéfaits d'apprendre que le père de Jude entraînerait personnellement son fils. Cela n'était jamais arrivé dans le jeu et pouvait être considéré comme une récompense bonus. Eugène ne s'attendait pas non plus à faire une si bonne impression sur le comte d'Orvan, qui finit par le défendre. Cette perspective était enthousiasmante, mais un détail obsédait Eugène. Levant les yeux vers le ciel, il se remémorait la conversation à table. Jamais il n'aurait imaginé que le comte Bayer prendrait en main son entraînement personnellement. Voyant cela, Élise observa le visage rayonnant d'Eugène. Elle savait qu'il était sincèrement heureux de cette opportunité, ainsi que de la nouveauté d'un événement qui n'existait pas dans le jeu. Élise était consciente des défis liés à la maladie, mais Eugène, presque guéri, avait appris une nouvelle technique avec laquelle il comptait impressionner son père. Cependant, s'il échouait, Élise partirait seule. Il lui souhaita bonne chance en plaisantant qu'elle jouerait seule le scénario principal, ce qui faillit lui valoir une claque. Élise pensait néanmoins que le meilleur joueur du classement savait ce qu'il faisait, bien qu'elle aurait aimé qu'il fasse preuve de plus de prudence. En voyant ses efforts pour lui montrer de l'attention, Eugène fut profondément choqué. Élise ressemblait décidément à son père, incapable de montrer clairement ses émotions. Élise fut agréablement surprise par le père de Jude. Bien que ses yeux souvent fermés lui donnaient un air impassible, il devint soudain très chaleureux lorsqu'il riait. Elle était rassurée qu'il soit une bonne personne. De loin, Dahlia fit signe à Élise, l'appelant pour monter dans la calèche. Élise se dépêcha de la rejoindre, promettant de prendre les affaires qu'Eugène avait demandées pour la réception mondaine. Eugène lui souhaita bonne chance et la regarda s'éloigner, perdu dans ses pensées. Une idée mineure mais obsédante lui traversa l'esprit. Jude n'était-il pas programmé pour ressembler trait pour trait à son père ? En se couvrant le visage de la main, il chassa cette pensée, tandis qu'Alexandra, qui se tenait à côté, pensait qu'il avait mal à la tête.
Eugène la rassura rapidement avant de courir rejoindre son père pour l'entraînement. 4 jours plus tard, les deux familles s'activaient à préparer les jeunes pour un long et passionnant voyage vers une réception mondaine dans la ville de Denmark. Les héros, épuisés après des jours d'entraînement intensif, se sentaient néanmoins prêts. Eugène était impatient de découvrir ce que Élise avait accompli avec sa magie, mais Élise préférait le lui montrer directement lorsqu'il serait dans la vallée. Soudain, un tout-sautement sonore du comte d'Orvan, derrière eux, les fit sursauter. Eugène s'inclina pour remercier le comte de l'opportunité qu'il lui offrait de participer à ce voyage avec sa fille. Mais Dahlia les sauva de l'embarras en les appelant à la calèche, où tout était prêt pour le départ. Le comte Bayer leur souhaita un bon voyage, Alex leur recommanda d'être prudents, et le comte d'Orvan les regarda partir en silence. Élise et Eugène, souriant, faisaient signe par la fenêtre de la calèche luxueuse, fabriquée en bois précieux et ornée, dont l'intérieur était aménagé avec élégance. En quittant les grilles du domaine, le convoi s'élança sur une route de campagne, offrant une vue splendide sur la nature environnante. Dahlia et Alexandra, dans une autre calèche, veillaient l'une sur l'autre pour éviter d'attraper froid. Eugène et Élise, désormais seuls, devaient s'assurer qu'aucun problème ne viendrait troubler leur voyage. Cette fois, Élise cacha les matériaux nécessaires dans le coffre à l'arrière de la calèche ainsi que dans sa robe. Elle remit à Eugène l'élixir magique et la serviette qu'il lui avait demandé. Élise pensait qu'Eugène voulait dessiner un cercle magique sur la serviette, mais avec les secousses de la calèche, il aurait été pris de nausée. Cependant, Eugène prévoyait de peindre pendant une pause, et il l'encouragea à cesser de s'inquiéter et à se reposer. Il savait que ses yeux la faisaient souffrir après avoir lu des livres de magie toute la nuit. Élise ne résista pas, acceptant que tout ce qui se passait faisait partie du scénario du jeu. Si tel était le cas, il pouvait anticiper certains événements. Eugène se souvenait qu'il devrait forcément emprunter une longue route à travers la forêt. La raison de ce détour se révéla le lendemain matin, lorsque le convoi aperçut un pont détruit au loin. Dahlia fut horrifiée en voyant cela, car c'était le chemin le plus court pour rejoindre Denmark. Le chevalier que le comte Bayer avait assigné pour protéger Jude, confirma qu'il devrait maintenant prendre un détour. Cette nouvelle inquiéta Alexandra, qui se faisait du souci pour le jeune maître, encore assez faible. Mais Dahlia resta calme, car, spécialement pour lui, mademoiselle Cordelia avait étudié avec diligence la magie curative. Elle s'était entraînée jusqu'à l'aube, apprenant également un sort de paralysie, ce qui impressionna profondément Alexandra. Le détour leur coûterait une journée de voyage supplémentaire, mais il n'y avait pas d'autre solution. Le convoi reprit donc la route. Soudain, le chevalier se rapprocha de la calèche et appela Dahlia, ce qui surprit cette dernière ainsi qu'Alexandra. Gêné, il déclara qu'il voulait non seulement assurer un voyage confortable au jeune héros, mais aussi protéger Dahlia. En entendant qu'il était prêt à donner sa vie pour elle, Alexandra fut touchée par cet élan romantique. Cependant, elle espéra qu'aucune situation dangereuse ne surviendrait. Dahlia, quant à elle, lui fit confiance pour sa sécurité. Élise entendit leur voix dans son sommeil et ouvrit brusquement les yeux. Eugène, lui, savait qu'ils allaient emprunter la route de montagne, ce qui leur permettrait de déclencher l'événement caché comme prévu. Élise le regarda avec une expression désapprobatrice et interrogative, mais Eugène ne comprit toujours pas ce qu'elle voulait. Elle se demandait s'il avait entendu la conversation entre le chevalier et Dahlia, ce à quoi il acquiesça. Dans le jeu, ce chemin était emprunté automatiquement, mais Élise, curieuse, était excitée d'apprendre ces détails. Toutefois, Eugène craignait que cette situation n'entraîne des complications. Élise le fixa à nouveau, mais Eugène lui fit signe que tout allait bien. Tout à coup, Élise remarqua qu'Eugène mangeait quelque chose et qu'un sac étrange était posé à côté de lui. La nourriture s'avéra être un médicament, mais lorsqu'elle apprit que le sac contenait l'argent donné par son père, elle fut furieuse. Cet argent devait être partagé équitablement, mais Eugène avait décidé de le garder pour lui sous prétexte que c'était le comte d'Orvan qui le lui avait remis. Il ne semblait pas gêné que cet argent ait été donné pour soigner sa fiancée, bien qu'il prévoyait d'utiliser une partie pour lui acheter quelque chose, ce qui exaspéra Élise. La nuit tombée, le convoi s'arrêta à la lisière de la forêt, un moment clé de l'intrigue qu'Eugène et Élise attendaient avec impatience. Le chevalier, chargé de surveiller Eugène, dormait paisiblement sur des caisses de provisions. Personne ne remarqua vraiment son assoupissement, car il était assis et ne se faisait pas remarquer. Profitant de l'occasion, Élise quitta le camp, convaincue jusqu'au dernier moment qu'il serait repéré. Mais, heureusement, tout se déroula comme prévu. Malgré tout, ses mains tremblaient, et elle n'avait qu'une envie, éliminer le monstre le plus vite possible. Avançant, les héros se dirigèrent vers la vallée où l'événement devait avoir lieu. Dans l'histoire originale, cet événement se produisait lorsque Cordelia empruntait un détour par un chemin de montagne. Cela commençait tard dans la nuit, comme maintenant, lorsque Cordelia quittait le camp en secret. C'était son premier voyage, et pour calmer son anxiété et chasser sa sueur froide, Cordelia se dirigea vers un ruisseau. Ce qu'elle y vit, à l'abri des regards, fut une lune si éclatante que les étoiles semblaient disparaître sous sa lumière. Après cette vision, Cordelia entra dans le ruisseau et commença à chanter une mélodie qui se répandit doucement dans ce décor pittoresque.
Peu à peu, des êtres mystérieux apparurent devant elle, attirés par la beauté de sa voix. À première vue, cela semblait être un simple événement plaisant, mais cet épisode était surnommé avec humour l'élément clé pour les joueurs incarnant Cordelia, et ce à cause de la récompense qu'il offrait. Une récompense pour laquelle Élise et Eugène s'étaient rendus sur place. Eugène savait que seule Cordelia pouvait accomplir cette étape et que Élise en était également consciente. Cependant, en réalisant ce qui l'attendait, Élise détourna le visage, visiblement embarrassée, montrant clairement qu'elle n'était pas enthousiaste à l'idée de s'y plier. Mais c'était peu important, car ils avaient absolument besoin de cette récompense. Une telle opportunité ne pouvait pas être manquée. Élise emporta donc un maillot de bain, tandis qu'Eugène, malgré son mal des transports, Élise se prépara mentalement à tout affronter, ce qui ravit Eugène. En retour, cependant, elle exigea qu'il partage sa souffrance et qu'il enfile également un maillot de bain. En entendant cela, Eugène resta figé, les yeux écarquillés, une serviette à la main. Pendant ce temps, tout le camp dormait profondément. Un feu vif éclairait la zone autour du campement, mais le sommeil d'Alexandra fut interrompu par une soif soudaine. Se redressant brutalement, elle remarqua quelque chose d'étrange. Le lit du jeune maître Jude était vide, la couverture soigneusement repliée. De son côté, Élise essayait d'expliquer à Eugène que même si cet événement ne lui était pas destiné, il devait partager l'effort. Mais Eugène refusa catégoriquement de comprendre une telle logique. En plus, il n'avait pas emporté de maillot de bain. Soudain, il vit que Élise n'avait certainement pas oublié de prendre avec elle le maillot de bain emblématique de Jude Bayer. Terrifié, Eugène trembla, suppliant intérieurement qu'elle se calme et cesse ses absurdités. Il envisageait simplement de se cacher dans les buissons et de sortir discrètement une fois que Élise aurait fini. Mais Élise trouvait cela inacceptable, elle ne voulait pas être la seule à exposer sa peau. Eugène, pris au dépourvu, réalisa à contre-cœur qu'elle avait raison. Face au regard insistant de Élise, il comprit qu'il n'avait pas d'autre choix. Résigné, il baissa la tête et accepta tristement, frissonnant en voyant le maillot de Jude. En plus, il faisait la même taille, comme Élise s'en était assurée. Elle s'approcha alors d'Eugène, le visage sérieux, et remarqua que ses lèvres étaient devenues bleues. Surpris, Eugène ne s'en était même pas rendu compte. En réalité, sa température corporelle était naturellement basse en raison de sa maladie des 9 méridiens du yin bloqué. Élise changea d'expression, le regardant avec inquiétude tout en passant nerveusement ses doigts dans ses cheveux. Cette fois, Eugène ressentit le froid, ce qui le pressa de terminer rapidement et de retourner au camp. Agacée, Élise lui arracha le maillot des mains sans le regarder dans les yeux. Eugène se demanda pourquoi elle avait soudain changé d'avis, mais Élise ne répondit pas. Au lieu de cela, elle le regarda car la réponse était évidente. Elle ne voulait pas qu'il tombe malade et se sentait honteuse. Eugène fut touché par cette prévenance inattendue, bien qu'exprimée de manière rude. Alors que Élise se changeait, Eugène se plaça derrière un arbre, attendant qu'elle termine. Lorsqu'il osa demander si elle avait fini, il reçut une réponse cinglante de patienter. Sentant qu'il risquait sa vie s'il se retournait trop tôt, il obéit. Lorsqu'elle sortit enfin de l'ombre, elle se tenait près des buissons, une légère brume entourant le ruisseau. Eugène s'apprêtait à lui rappeler le plan, mais il resta figé, les yeux ronds. Le vent jouait dans ses cheveux, faisant scintiller les gouttes d'eau qui s'y formaient, semblables à de la rosée. Alors que la brume se dissipait lentement, Eugène aperçut Élise, gracieuse dans son maillot de bain, la regardant fixement. Incapable de bouger ou de parler, il fut stupéfait par sa beauté. Bien qu'il sache que le personnage de Cordelia était réputé pour être magnifique, voir Élise ainsi dépassa toutes ses attentes. Élise poussa un profond soupir et, remarquant son regard, le fusilla du regard, méfiante et embarrassée. Eugène, paniqué, agit comme si tout allait bien qu'il ne puisse nier intérieurement sa splendeur. Élise entra dans l'eau, s'arrêtant à hauteur des chevilles. Un frisson glacé la traversa, et elle maudit Cordelia pour l'avoir obligée à plonger dans une eau glaciale en plein hiver. En plus, elle devait chanter, et plus vite elle terminerait, mieux ce serait. Sinon, elle risquait de mourir de froid. Ouvrant la bouche pour commencer à chanter, Élise s'arrêta soudainement, figée. Eugène ne comprenait pas pourquoi elle hésitait, mais Élise, immergée jusqu'à la taille dans l'eau glacée, fixait Eugène. Elle tentait frénétiquement de se souvenir de la chanson que Cordelia chantait dans le jeu, car si elle possédait les connaissances de Cordelia, alors elle connaissait la chanson. Tout à coup, l'illumination lui vint. Levant les yeux vers le ciel étoilé, elle se rappela que la chanson parlait des étoiles. Cependant, lorsqu'elle tenta de passer en revue les différentes planètes, galaxies et constellations dans sa tête, elle ne fit que s'embrouiller davantage. L'eau devenait de plus en plus froide et le corps de Élise commençait à se refroidir, il n'y avait plus de temps à perdre. Bien qu'elle essaya désespérément de se rappeler les paroles de la chanson, elle n'y parvint pas. Soudain, Jude l'entendit chanter une autre chanson, ce qui le déconcerta profondément. Élise improvisait avec diligence et entonnait la première chanson sur les étoiles qui lui vint à l'esprit. Eugène lui demanda d'arrêter immédiatement, car elle devait chanter une chanson du jeu, mais elle ne pouvait s'en empêcher. Incapable de se souvenir de la bonne chanson, elle en choisit une autre avec un sens similaire. Se souvenant de sa promesse qu'elle ferait tout ce qu'il fallait, Eugène comprit que la situation était une tragédie. Mais la chanson portait effectivement sur les étoiles.
Et bien qu'elle ne fût pas tout à fait la même, la chanteuse restait la même. Cela devrait donc fonctionner. Debout en retrait, profitant d'un concert en direct de Cordelia elle-même, Eugène attendait que l'événement commence. Levant les yeux, il aperçut soudain une étrange lueur. Pensant d'abord qu'il s'agissait d'un reflet de la lumière de la lune, il réalisa ensuite, en voyant la scène, que c'était cela. Il sourit avec satisfaction et se prépara à tendre une embuscade. Pendant que Élise chantait, de magnifiques lumières volantes commencèrent à apparaître autour d'elle dans une variété de couleurs. Cependant, Élise ferma les yeux et ne les vit pas. Soudain, une petite fée, de la taille d'une balle de ping-pong, se posa sur son épaule. Élise, effrayée, sursauta à cette surprise. Mais elle entendit soudain une voix fine lui dire qu'elle était très belle, s'excusant de l'avoir effrayée et la suppliant de terminer cette magnifique chanson. Ces petites créatures étaient des fées qui n'apparaissaient que lors de l'événement spécial de Cordelia. Les fées commencèrent à toucher ses cheveux, les comparant à des fleurs et la trouvant ravissante. Elles la supplièrent également de continuer à chanter. En réponse, Élise leur proposa de chanter avec elle. Mais elle ne connaissait pas les paroles. Voyant cela, Eugène réalisa que tout se passait exactement comme dans le jeu, à savoir que les fées étaient obsédées par l'apparence. Cela signifiait que tout suivait le plan, mais il était maintenant temps que le prochain invité apparaisse. Si tout se déroulait comme dans le jeu, ils devraient avoir assez de temps pour exécuter leur plan. Cependant, l'ennemi ne s'était toujours pas montré, ce qui commença à inquiéter Eugène. Entre-temps, les fées décidèrent de faire connaissance avec Élise. Après s'être présentées, elles lui proposèrent de jouer et l'invitèrent au bal de leur reine, qui était sur le point de commencer. Comme elles ne pouvaient pas simplement amener un humain au bal, elles décidèrent de la présenter comme une chanteuse invitée. Les fées étaient incroyablement narcissiques et adorables en même temps, ce qui laissa Élise sans voix. Soudain, elle entendit Eugène crier un avertissement sur un danger imminent. Sursautant, Eugène sortit de sa cachette et lui cria de sortir de l'eau immédiatement. Les fées furent surprises mais aussi intriguées, tandis que les étrangers à la peau blanche comme la neige se réjouissaient du changement de scénario. Le lieu d'apparition du bicorne dans cet événement avait changé. Apparaissant derrière Élise, il la fixa d'un regard féroce, prêt à la capturer. C'était un énorme taureau avec des cornes semblables à celles d'un bélier, une tête de cheval et des yeux rouges. Les fées s'envolèrent dans tous les sens tandis que Élise se retourna lentement, fixant le bicorne. Ni elle ni Eugène ne s'attendaient à un tel retournement de situation. Mais il n'y avait plus rien à faire. Avec un rugissement menaçant, le bicorne leva la tête vers le ciel, se redressa sur ses pattes arrière et se prépara à attaquer. Une lumière verte apparut au-dessus de son museau, qu'il utilisa pour emprisonner Élise dans une sphère volante et la tirer vers lui grâce à ses capacités de télékinésie. Ces créatures étaient considérées comme extrêmement dangereuses. Eugène se précipita pour aider Élise, qui était capturée. Élise, enfermée dans la sphère, était incapable de bouger et ne pouvait qu'observer tandis qu'elle se faisait enlever. Eugène courait désespérément, tentant d'intervenir avant que la sphère n'atteigne le bicorne. Lorsque celle-ci se trouva à 1 mètre de l'animal, il utilisa un autre sort, hochant la tête dans la direction d'Élise. Soudain, des chaînes lumineuses commencèrent à enrouler ses bras et ses jambes, ce qui limitait ses mouvements. La sphère disparut alors, plaçant Élise sur le dos du bicorne, qui se préparait à fuir avec sa captive. Eugène cria que le bicorne cherchait à l'emporter, mais Élise, furieuse, réagit soudainement. Elle remarqua un sourire sur le visage du bicorne et comprit qu'il l'appréciait, ce qui rendait sa fuite encore plus urgente. Cependant, sa magie n'était pas suffisante pour briser les chaînes. Ne voyant pas d'autre option, Élise prit une profonde inspiration et se prépara à attaquer la créature. Le bicorne, surpris, reçut un violent coup à la tête et au cou, manquant de peu de s'écrouler. Les fées, tout comme Eugène, étaient aussi stupéfaites devant l'élégance avec laquelle Élise avait porté son attaque.